Bonjour, je m'appelle Katia Lombardini et je suis chargée de mission pour la région sud au pôle relais lagune méditerranéenne basé à la Tour du Valat. Depuis 2 ans, le pôle lagune collabore avec l'EDREAL et l'OIFB pour la mise en œuvre d'un plan d'action régional de lutte contre le crabe bleu en Occitanie et son déploiement en Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le groupe de travail crabe bleu en Corse. L'objectif est d'assurer une cohésion d'ensemble à l'échelle de la façade méditerranéenne dans les travaux de lutte, de recherche et de suivi. Alors, ce plan d'action prévoit un axe sur la communication, la sensibilisation et la formation sur l'espèce. Des actions ont déjà été mises en œuvre pour partager une culture commune à l'échelle interrégionale, mais toutes les structures d'éducation et de sensibilisation à l'environnement littoral n'ont pas encore été formées aux enjeux liés à la présence du crabe bleu en lagune et au milieu côtier. Cette année, le Pôle Lagune, en collaboration avec le CPO Île-de-Lérins, initie une première démarche de sensibilisation aux enjeux liés au crabe bleu, en adaptant en région sud des outils de communication et des méthodes qui ont été expérimentées par le CPO Bassin de Thau en Occitanie. Aujourd'hui, c'est la première rencontre du réseau en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui vise à faire connaître cette espèce, ses impacts et les projets scientifiques en cours. Et pour cela, nous tenons à remercier Guillaume Marchesso de l'Université de Palerme en Italie qui a accepté d'intervenir ce matin à ce webinaire. Donc, la séance d'information de ce matin durera jusqu'à midi. Un atelier de formation sur comment sensibiliser au crabe bleu aura lieu cet après-midi à 14 heures et sera uniquement réservé aux opérateurs qui mèneront la campagne de terrain cette année en région sud. Donc, je passe sans tarder la parole à ma collègue Nathalie Barré qui va vous expliquer plus en détail ce travail de coordination de l'animation du plan d'action régional crabe bleu. Donc, pour rappel, nous aurons un temps d'échange à 11 heures où vous pourriez poser vos questions. Nathalie, je te passe la parole. Oui, merci Katia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je pense que voilà, tu avais partagé ton écran, je vais pouvoir partager le mien. Donc voilà, je me présente Nathalie Barré, je suis la chargée de mission Occitanie pour le relais lagune méditerranéenne. Donc, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Donc là, je vais présenter en effet au nom de l'équipe du pôle Lagune et également pour l'Office de l'environnement de la Corse avec lequel on est en partenariat, mais qui fait partie aussi du pôle Relais Lagune. Je présenterai en fait l'aspect animation du plan d'action régional Crabe Bleu, son lien donc en termes de coordination des actions à l'échelle de la façade et notamment sur des actions donc qui sont menées depuis 2022 et on va dire jusqu'à 2024 pour ce qui est de la feuille de route liée à ce plan d'action régional Crabe Bleu qui a d'abord commencé donc en Occitanie et qui est donc en cours de déploiement pour PACA. Donc, j'ai mis effectivement l'ensemble de nos partenaires en banderole là-haut, c'est-à-dire qu'on a déjà les deux DREAL très impliqués, les plus impliqués, c'est la plus impliquée, pardon, la DREAL d'Occitanie, donc qui nous suit de très près sur le plan d'action régional Crabe Bleu Occitanie. La DREAL PACA, donc qui effectivement nous suit pour PACA, en tout cas sur l'ensemble des volets, c'est-à-dire que ils sont à notre écoute pour l'aspect déploiement. Et la DREAL de Corse qui effectivement le GT Calinectes Lapidus, donc qui est le GT animé par Marie Garrido en Corse, pour l'Office de l'environnement de la Corse. L'OFB, en fait, est donc notre cofinanceur aussi du plan d'action régional, de l'animation que nous portons à l'échelle de la façade. Et effectivement, donc les trois structures du pôle relais. Et je vais pour aussi présenter comment on est structuré dans quelques minutes. Donc simplement un petit rappel à tous. Donc Calinectes sapidus, le crabe bleu qui est chez nous, donc le crabe bon nageur savoureux comme le dit son nom latin. Et pour rappel, en fait, il a la faculté donc de très bien nager, c'est-à-dire il peut faire 15 km par jour en mer, donc il peut vraiment se disperser assez vite. Il est vorace, omnivore, nécrophage aussi, parfois cannibale, très bien dans les filets des pêcheurs quand ils en récupèrent. Donc c'est un crabe très agressif, on a dû déjà vous le dire. Évitez de prendre avec les mains, en tout cas pour les individus assez gros, parce que vous risquez de vous blesser. Et c'est tout en fait qu'il faudra faire passer aux gens sans être catastrophiste, mais c'est vraiment un crabe très agressif. Donc il a une carapace donc de longueur max de 9 cm et de largeur max de 23 cm. Donc sa largeur max, c'est de pointe à pointe en fait qu'on mesure, vous voyez, la 9e dent en fait latérale qui est très pointue, bien visible sur la photo. Donc, quand on mesure le crabe, c'est de pointe à pointe. Donc, il a les pinces rouges pour ce qui est des femelles.
Mais si vous retournez le crabe, vous voyez également la différence mâle-femelle à maturité. Les femelles ayant donc un appendice un peu large, vu sur la photo de en haut à gauche. Elle peut porter des œufs, auquel cas on dit qu'elle est grainée. Donc vous voyez, elle peut avoir jusqu'à 2 millions d'œufs. C'est énorme en quantité donc, pour pouvoir disperser ces larves. Et le mâle donc a plutôt un orifice assez fin, assez triangulaire. Vous voyez sur la photo d'en bas à gauche. Donc les femelles, Guillaume Marchessault en parlera mieux que moi, donc elles doivent être matures, même à très petite taille, dès 11 cm, et cela dépendra aussi des types d'étangs, des types de secteurs. Ce crabe, donc, vu son agressivité, ses pointes, tout ça, c'est peu de prédateurs en milieu naturel, et encore qu'on n'en sait pas vraiment plus en fait à ce stade-là. Pour ce qui est de notre façade méditerranéenne française, peut-être qu'il se fait manger en effet par de nombreux poulpes et sèches quand il est à un stade juvénile, aussi probablement par des loups et des dorades, mais jusqu'à une certaine taille. Et donc en termes de résistance, on va dire de potentialité, donc de dispersion en raison de son écologie, Guillaume vous en parlera plus après, donc concernant la température, la salinité qu'il peut supporter. Donc, à savoir que ce crabe donc, est réglementé, classé de niveau 1 depuis mars 2023. Donc, ce qui veut dire que parmi ces espèces exotiques envahissantes, on peut effectivement le pêcher sur le territoire métropolitain. Et ça correspond juste à une interdiction d'introduction dans le milieu naturel. Voilà. Donc, les pêcheurs peuvent le pêcher, ne pas le remettre à l'eau surtout. C'est interdit d'en mettre à l'eau. Par contre, voilà, ils peuvent le manger, le vendre. Ça, on va même plutôt les encourager à la rigueur à le manger. Donc, juste un rappel de pourquoi le pôle Relais Lagune a été en fait missionné, un mandat pour cet accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'action régional Crabe Bleu. C'est que nous avons déjà des actions sur les 3 régions à l'échelle des différentes lagunes, d'accompagner en fait un réseau de gestionnaires pour aussi faciliter leur soutien scientifique technique, Alors, créer c'est des truc partenariats. en direct. Ah, pardon, je crois qu'il y a un micro qui. C'est en direct là? Oui, c'est en direct. Attention, vos micros restent ouverts. Donc, nous avons une coordinatrice qui participe à la journée aujourd'hui, donc Virginie Mauclerc, présente donc en visio, qui coordonne l'ensemble du pôle relais. On a une chargée de communication, d'information, Nathalie Choquet, qui va travailler sur les supports de communication Crabe Bleu, PACA, et Katia, donc, qui anime la partie territoriale Lagune de PACA à la Tour du Valat. Elles sont toutes les 3 de la Tour du Valat. Moi, sur les lagunes d'Occitanie, et Marie Garrido sur les lagunes de Corse, qui anime donc son GT qualité test Apidus et futur plan territorial de lutte, qui est en cours. Et moi, j'anime donc la partie régionale, plan d'action régional Crabe Bleu en Occitanie, dans le déploiement interrégional. Donc, ce plan d'action régional Crabe Bleu en Occitanie a été édité en 2021 et est composé de 5 axes. Savoir juste que c'est un plan d'action régional qui décline en fait d'une stratégie espèces exotiques envahissantes nationale. Donc on y retrouve en fait les axes qu'il y a également sur la stratégie espèces exotiques d'Occitanie, une stratégie espèces exotiques qui est animée vers le Seine Occitanie par mes collègues. Donc, on retrouve un axe prévention d'introduction de propagation du crabe bleu, un axe 2 plutôt sur l'intervention de gestion de l'espèce et restauration des écosystèmes, l'axe 3 sur l'amélioration et la mutualisation des connaissances, l'axe 4 sur la communication, la sensibilisation, et nous travaillons tous ensemble aujourd'hui. Et l'axe 5, la gouvernance. Pour la gouvernance, donc, sur l'Occitanie, la gouvernance est en fait donc pilotée par l'ADREAL Occitanie et nous sommes en appui donc, sur l'animation. Et nous avons réuni différentes structures dans le comité de suivi, telles que le comité régional des pêches d'Occitanie, des structures comme le syndicat mixte du bassin versant du Réard, donc un gestionnaire chargé de mission Natura 2000 qui pilote donc un projet de suivi de pêche scientifique. On a également donc quelques scientifiques référents comme l'Université de Perpignan, l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer et des aussi de milieux marins, donc aires marines protégées, également la région Occitanie. Et le CEPRALMAR, qui suit toute la partie valorisation des espèces, alors pas forcément que du crabe bleu, et pour le crabe bleu, bon, c'est un petit peu plus complexe que ça pour parler de valorisation, j'y reviendrai.
Donc, sur l'axe 1, nous avons donc travaillé avec l'ADREL Occitanie, le CEF CNRS, sur la mise en place en fait, d'un outil de détection précoce. Il faut savoir que dans cet axe, donc, il s'agit déjà dans un premier temps, de manière générale, d'identifier, d'hiérarchiser des espèces exotiques envahissantes, les fameuses ENI, en vue de planifier des actions au niveau interrégional. Et là, c'est plus le CEN Occitanie en lien avec l'OFB aussi qui s'occupe de mettre à jour les listes d'espèces annuellement. L'objectif 2 est la surveillance donc, des espèces exotiques et leur voie d'introduction, propagation. Et là, donc, on parle en effet de projets qui permettent de faire une détection précoce. Donc, on a, à l'issue de l'étude de l'EPHE en 2022-2023, réussi à trouver un barcode crabe bleu efficace. Donc, j'ai mis une petite carte en fait sur les tests qui ont été réalisés en Occitanie, l'équipe projet du CEF. Donc, en sec de fait sur différentes lagunes. Les points noirs, c'est les points détectés comme présence de crabes bleus. Les points blancs, absence. Il y a eu des confirmations derrière, suite aux captures des pêcheurs ou même antérieurement, en fait, suivant les secteurs qui sont habituellement pêchés. On savait qu'il y avait une concordance entre le point de détection précoce et le point de pêche. Et des fois, donc ça a été le cas sur les palavasiens, il y a eu détection quand même précoce, qui est action de pêche avérée quelques semaines plus tard. Donc, l'outil, en effet, se montre plutôt efficace. Donc, ça a été quand même 2 ans de travail par le CEF et donc cet outil est prêt à être déployé. Toutefois, les gestionnaires souhaitaient le prendre en main et c'est ce qu'on est en train de voir avec l'Adréal Occitanie pour reproduire potentiellement en 2024 des points de détection sur différents endroits de l'étang de Sals-le-Cat qui commence à être un petit peu plus envahi, voire sur le secteur palavasien en mer. Donc, on verra si d'autres gestionnaires souhaitent employer cet outil. Ça peut être le cas aussi en PACA, c'est à discuter. Voilà, donc l'objectif 3 de l'axe 1, c'est aussi de renforcer la mise en œuvre de la réglementation. Axe 2, alors nous avons plusieurs choses qui visent donc à intervenir rapidement sur les zones où le crabe bleu est nouvellement détecté. Donc on avait en effet ce lien avec le groupe de travail détection précoce, hein, le PHE. Pour 2024, c'est ce que je venais de vous dire, à faire peut-être. Partager une cartographie du réseau de sentinelles, alors ça c'est aussi avec vous. En termes de déploiement, c'est-à-dire d'être bien conscient de qui peut être un œil, une sentinelle pour les observations de crabes bleus. Et donc, ça peut passer soit par des structures typiquement d'éducation environnement, mais aussi soutenues par les plongeurs, par des fédérations de pêcheurs. C'est vraiment l'ensemble de ces structures qui nous permettent d'avoir le plus d'observations. Développer une diffusion, aussi un outil pour relever l'absence-présence de crabes bleus. Donc là, on a mis en place une enquête crabe bleu, j'y reviendrai cet après-midi, avec un outil smartphone qui marche que sur smartphone, donc ODK crabe bleu qui nous permet de faire remonter l'information sur nos bases de données système. Et après, on a donc un affichage cartographique via une liste map en ligne, map crabe bleu. C'est pareil, nous y reviendrons cet après-midi. Donc, ça permet de visualiser les captures faites. Alors, en temps et en heure, oui, presque, c'est-à-dire que dans la chaîne opérationnelle d'alerte, à part de l'observateur, il y a son signalement qui rentre en effet dans cette base de données grâce aux outils enquête et formulaires en fait d'ODK. Cette remontée d'observation passe dans notre base de données, puis derrière, en fait, elle doit être quand même validée par mes collègues du SEN. Ils voient arriver les données sur la base et bon, dès qu'elles arrivent, ils ont un signalement. Ils peuvent en effet valider et qu'elles apparaissent sur la liste map. Donc, ça permet vraiment d'évaluer des risques, de mobiliser des chercheurs de la montée du crabe bleu. C'est comme ça qu'on déclenche aussi un certain nombre de projets et aussi d'une manière générale sur les espèces exotiques, même fonctionnement et mettre à jour les listes régionales. Donc, c'est vraiment un outil de veille qui nous permet d'avoir un suivi actif, opportuniste et de pouvoir intervenir derrière, mettre en place des projets pour évaluer et gérer des espèces exotiques. Éventuellement aussi de faire évoluer la réglementation si on voit que ça devient un problème ou qu'il faut plutôt passer par exemple l'espèce en niveau 2 pour l'empêcher du coup de circuler sur le territoire et même d'être vendu. C'était le cas pour les crevisses de Louisiane par exemple.
Donc, dans l'axe 2, il y a aussi l'aspect réguler le crabe bleu dans les zones où il est largement répandu. Et là, par exemple, en PACA, donc le JPREB a déposé un dossier. Donc, je pense que je laisserai le JPREB en parler bien mieux que moi. Ce qui était prévu, donc, si le dossier est officiellement accepté en 2024, c'est une quarantaine d'actions de pêche spécifiques, avec 1 à 2 demi-journées par semaine, d'avril à septembre, donc pour les pêches. Alors que le projet du Comité régional des pêches d'Occitanie, qui sera déposé, vise plutôt l'achat de filets de nasse. Il y a un autre projet aussi de pêche, donc déjà en cours, commencé depuis peu par le syndicat mixte Rivage à Sals-le-Cat avec le partenariat Parc marin du Golfe du Lion. Et là, c'est un test de 2-3 nasses dans les gros de Sals-le-Cat, il y a 3 gros, et le gros aussi de l'étang de Canet, où là, vous voyez des nasses. Alors, la nasse qu'ils avaient essayée déjà il y a quelques années, et une autre nasse qui est plus celle utilisée dans le delta de l'Ebre. Donc, on verra bien si ça fonctionne. Il sera en même temps, on va dire, suivi qu'un projet de télémétrie. Donc, on pourra voir si les crabes passent à côté des nasses et ne daignent pas y rentrer. Voilà, si on rentre, tant mieux, c'est ce qu'on voit. Voilà, bon, on n'est pas encore à l'objectif 6 de gérer et de restaurer la faune, mais ça fait partie de cet axe 2. On verra donc si on met en place des cartes permettant de cibler des secteurs où il faut renforcer donc la conservation et peut-être à l'avenir mettre plus de filets ou de proximité de ces territoires où il faut vraiment préserver les enjeux patrimoniaux. Donc, l'autre projet justement, je commence à en parler, donc de télémétrie. Alors, il y a des choses qui sont mises en place encore maintenant depuis plusieurs mois et qui nous ont bien inspiré pour l'Occitanie. Donc, il y a un partage de méthodologies techniques utilisées. Là, c'est Biotope qui, en Occitanie, va mettre en place de la télémétrie acoustique appliquée au crabe bleu. Donc, vous voyez un crabe bleu qui porte un tag. C'est comme en Corse, d'ailleurs, c'est une photo de Marie Garrido. C'est la quantité de crabes bleus dans 3 lagunes qui va nous permettre de voir au passage à proximité d'hydrophones qui sont implantés à différents endroits de lagunes. Ça va nous permettre de voir en fait comment le crabe circule au fil des saisons et spatialement. Donc le but étant de savoir dans son cycle de vie à quel moment il repasse au gros. Est-ce que les femelles vont bien en mer disperser leurs larves? Est-ce que les jeunes rentrent en lagune et restent dans certains secteurs d'étang, par exemple dans les herbiers? Est-ce que donc les crabes se retrouvent vers les secteurs d'embouchure de cours d'eau? Donc, on va taguer des femelles comme des mâles, bien entendu, mais qui font une certaine taille parce que le tag ne peut pas se mettre, être mis sur des crabes trop petits. Ensuite, bien sûr, sur l'aspect amélioration des connaissances, c'est ce que nous faisons de tout temps et Guillaume Marchesso et Marie Garrido ont largement contribué déjà à apporter beaucoup d'informations sur l'écologie de l'espèce, également sur les scientifiques du secteur de Banyuls et du PVD qui également amènent beaucoup d'informations sur la donnée saisonnière de présence-absence du crabe. Il y a donc un document d'état de connaissance qui est sorti en mars 2022, édité par l'OEC. Et donc là, vous retrouvez beaucoup de choses sur le crabe bleu si vous avez besoin de plonger un petit peu dans tout le détail de l'écologie de l'espèce. Le projet donc, qui nous amène beaucoup de connaissances aujourd'hui en Occitanie, c'est celui des pêches scientifiques portées à Canet. Il y a une dizaine de stations qui sont suivies par l'UPVD. Donc, eux, ils font des pêches très régulières. C'est vraiment une pêche qui permet de savoir à la semaine combien de crabes bleus. Sauf que bon, sur les temps de Canet, depuis qu'ils ont lancé cette étude officiellement là depuis 1 an, il y a très peu de crabes bleus parce que là, les temps de Canet a subi vraiment une augmentation de salinité qui a plutôt mis à mal les crabes bleus. Donc, ils pêchent beaucoup de crabes verts, un peu moins de crabes bleus, mais ça va peut-être repartir cette année de plus belle. Donc là, c'est vraiment très quantifié. C'est vraiment des captures par unité d'effort. Donc, on a vraiment des mesures très, très précises de quantité sur chaque station, plus des mesures de crabes bleus en biométrie. Et en même temps, l'observatoire de Banyuls récupère les échantillons pour suivre le parasitisme, pour évaluer aussi sa place dans le réseau trophique. Donc, on a énormément de choses qui ressortiront, bien sûr, de cette biologie et de l'étude des contenus stomacaux, également des suivis larvaires devant le gros pour savoir à quel moment il y a le plus de larves qui apparaissent à l'étang. Donc, voilà un petit peu le protocole. De toute façon, vous aurez la présentation, donc vous verrez un peu comment, voilà, ça c'est reproduit au niveau de Canet. Il y a des secteurs où ils ne pêchent pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau, mais il y a des stations de pêche bien précises et des stations de mesure environnementale.
Donc, de décembre à juin, nous avons ces suivis, 6 échantillonnages par mois. En fait, sur le volet communication, sensibilisation, mobilisation et formation, c'est pas le moindre volet, puisque nous avons fait beaucoup de choses, notamment avec le CPU Bassanto, donc sur ces 2 dernières années, notamment la mise en place d'un bulletin crabe bleu, donc qui sera reconduit là au mois de juin et en interrégional. Donc, on s'est concerté pour la communication, donc également sur les supports, les visuels, pour la sensibilisation auprès des pêcheurs de loisirs et le grand public. Nous avons donc une page Pôle Relais Lagune là, qui est alimentée sur le crabe bleu. Et donc, voilà, des informations qui visent à développer la connaissance dans les réseaux et diffuser, disséminer des outils, les adapter aussi en interrégional. Donc, je remercie encore le CPU Île-de-les-Reims, la Tour du Valat et le CPU Bassanto pour avoir travaillé ensemble et mis en place cette journée. Et enfin, donc bien sûr, beaucoup de communication, d'articles, même au niveau national, concernant le crabe bleu, des vidéos, pas mal de vidéos, des pêcheurs corses, aussi des pêcheurs de Canet, qui visent effectivement à faire une communication nationale grand public. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. Alors peut-être après la présentation de Guillaume Marchessault, dans le Catien. Oui, Et merci du coup, beaucoup, je passe la Nathalie. main à Guillaume. Merci beaucoup. À toi le micro, Guillaume. Si. Bonjour à tous. Du coup, merci au Pôle Relais Lagune de m'avoir sollicité et invité pour participer à cette réunion. Moi, je vais vous faire deux présentations ce matin. Une première sur le crabe bleu d'une manière générale, les différents aspects, biologie, écologie. Et je referai une deuxième présentation juste après pour vous présenter un petit peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur le crabe bleu et comment on peut aider à la gestion de cette espèce via différents outils. Moi, j'aime bien commencer par quelques petits chiffres. Il y a un dernier rapport là, de l'IPBES qui est sorti en 2023 et qui a indiqué qu'il y avait donc à l'échelle mondiale 37 000 espèces introduites ou non natives qui ont été recensées. Et parmi ces 37 000 espèces, on a à l'échelle mondiale 3 500 espèces qui sont considérées comme étant invasives et ça contribue à 60% de la disparition locale d'espèces à l'échelle mondiale du fait des différents impacts qu'elles peuvent avoir, notamment via la prédation, la compétition, etc. En Méditerranée et partout dans le monde d'ailleurs, une espèce invasive, elle est considérée comme une espèce donc introduite. Donc c'est une espèce qui a été transportée et qui présente donc dans une nouvelle zone où elle ne doit pas être. Et cela passe par un différent. Donc on part d'une région source avec un vecteur d'introduction, on y reviendra après, qui va transporter donc l'espèce, l'introduire dans une nouvelle zone. Et puis, si cela fonctionne, le chemin est semé d'embûches et d'échecs, il y a beaucoup de mortalité, mais certaines espèces vont être établies dans la nouvelle zone où elles ont été introduites et on va avoir donc des nouvelles populations dans une zone où elles ne devraient pas être, où on va avoir notamment de la reproduction, l'établissement de nouvelles populations et puis de la dispersion, expansion d'espèces qui provoquent effectivement des enjeux sociaux et écologiques dans les nouvelles zones où elles sont présentes. Donc, une espèce invasive, sa définition, c'est vraiment que c'est une espèce qui est non native, donc qui est introduite, qui présente aussi des capacités physiologiques à caractère invasif. On a des espèces qui présentent des forts taux de reproduction, de croissance, elles sont opportunistes, elles ont aussi des fortes fenêtres de tolérance environnementale qui font qu'elles se maintiennent dans les nouvelles zones où elles sont présentes, où elles ont été introduites, et elles présentent aussi, par définition, une espèce invasive présente aussi des problèmes ou des impacts écologiques et ou socio-économiques du fait des explosions de population de ces fortes densités ou abondances. En milieu marin, il y a divers vecteurs d'introduction d'espèces. On a les eaux de ballast et le fouling des bateaux, on a l'aquaculture, les espèces échappées d'aquarium, les espèces introduites comme appât, par exemple, pour la pêche. Et puis aussi, on a des espèces qui sont domestiques et qui ont été réintroduites, enfin, en tout cas introduites dans le milieu, puisqu'elles ont été débarrassées par leurs propriétaires. Mais en milieu marin, le vecteur le plus important reste les eaux de ballast et le fouling. On a plus de 4 gigatonnes d'eau de mer qui sont transportées par an, avec environ 7000 espèces transportées par jour. Donc à l'heure actuelle où on parle, effectivement, on a des milliers d'espèces qui traversent le monde.
En Méditerranée, on a 1011 espèces pardon, qui sont recensées comme étant introduites, dont 748 qui sont considérées comme établies en Méditerranée, avec à peu près 10% qui sont considérées comme invasives. Et le vecteur principal d'introduction d'espèces en Méditerranée reste les eaux de ballast et surtout aussi le canal de Suez qui fait la connexion entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Les eaux de ballast en Méditerranée représentent un impact et un enjeu important, hein, puisqu'on a plus de 30 000 navires qui passent par la Méditerranée par an, notamment parce qu'ils traversent le canal de Suez, puisque c'est un chemin, un raccourci entre les États-Unis et l'Asie. Et donc, on a effectivement une pression importante du trafic maritime qui provoque une probabilité, qui augmente la probabilité d'introduction de nouvelles espèces en Méditerranée. Ce canal de Suez est aussi un vecteur très important en Méditerranée, puisqu'on a la remontée d'espèces de mer Rouge qui vont rentrer en Méditerranée, comme c'est le cas du poisson-lion, par exemple, hein, qui est maintenant présent un peu partout. Donc voilà, donc on a vraiment une grosse pression anthropique sur la mer Méditerranée en termes de probabilité d'introduction d'espèces non natives. Et donc, on a dans ces espèces non natives notre crabe bleu américain, hein, Calinectes sapidus, qui, comme Nathalie l'a dit, est une espèce donc, qui est américaine, hein, qui vient des États-Unis, enfin en tout cas du nord des États-Unis jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, hein, jusqu'en Argentine. Et ce crabe bleu donc, a été introduit vraisemblablement sous forme larvaire dans les eaux de ballast des bateaux commerciaux, et notamment en Méditerranée. Maintenant, il est aussi observé dans le nord de l'Europe, sur la façade atlantique. Ce crabe bleu est une espèce qui est considérée comme généraliste, hein, des zones tempérées, subtropicales même, et très largement maintenant distribuée en Méditerranée et a des impacts importants sur le fonctionnement des écosystèmes. On y reviendra juste après. Donc, comme Nathalie l'a dit aussi, c'est un très bon nageur, hein, euh, bon nageur savoureux, hein, il l'appelle comme ça aux États-Unis, et il peut parcourir donc, jusqu'à 15 km par jour en alternant nage et marche. Donc, il a une forte capacité d'expansion et d'utilisation du territoire. Ce crabe bleu, comment le reconnaître? Ben, finalement, c'est une espèce qui est peu commune en Méditerranée, hein, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de crustacés. Et puis, c'est une espèce donc, qui présente des pinces bleues un peu électriques, qui a aussi des pattes bleues. Et sa dernière paire de pattes s'est transformée, on va dire, en palette natatoire. Donc ça, c'est très particulier des portunidés. Et ses pattes sont aussi bleues. Une des caractéristiques, c'est aussi qu'on a 9 dents sur la carapace, donc entre l'œil et la pointe de la carapace, et notamment une des dernières pointes qui est vraiment très allongée, très longue, et qui est caractéristique aussi donc des portunidés et de Calinectes. Ce crabe bleu a aussi un comportement agressif, hein, c'est ce qui le caractérise. Donc voilà quelques petites infos pour l'identifier. Et puis c'est une espèce donc, qui est assez grosse, hein. C'est une espèce, on n'a pas l'habitude d'avoir des gros crustacés comme ça en Méditerranée, dans les milieux côtiers et lagunaires, avec des tailles maximum que nous on a mesurées jusqu'à 23 cm, un poids maximum. Et vraisemblablement, il pourrait vivre jusqu'à 3 ans, mais ça, point d'interrogation encore, parce qu'on n'a pas d'idée précise sur sa durée de vie. Le crabe bleu est une espèce qui est dite eurytherme et euryhaline. Donc, eurytherme, ça veut dire qu'il tolère une grande fenêtre de température qu'on a estimée entre 0 et 40. Je ne rentre pas dans les détails puisqu'on en reparlera juste après. Et euryhalin également, il peut vivre dans des habitats très dessalés, hein, pour les salinités qui sont autour de 2, jusqu'à des habitats sursalés à 62. Là, pareil, je ne rentre pas dans le détail puisqu'on en reparlera après, mais en tout cas, ses capacités à, à tolérer de larges fenêtres de température salinité lui permet d'être présent dans divers habitats. On l'observe dans les rivières, il remonte même assez haut dans les rivières qui se déversent dans les lagunes ou estuaires. On le retrouve surtout aussi dans les eaux saumâtres, dans les lagunes, les salines, les estuaires, et puis en milieu côtier aussi, le long donc, de nos plages. Ce crabe bleu, du fait de toutes ces différentes capacités
physiologique est capable de s'étendre de manière rapide dans divers habitats. Là, vous avez une vidéo de l'explosion des populations en 2023 en Italie, qui est assez impressionnant. Et donc, on voit bien que ce crabe bleu prend parti de tout ce qu'il peut trouver dans l'environnement pour s'établir, bien se développer. Alors, comme disait Nathalie tout à l'heure, et je rentre un tout petit peu plus dans le détail, comment déterminer finalement les mâles ou les femelles. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire pour les potentielles sentinelles que vous serez. Donc, le crabe mâle, de manière générale, sur la face dorsale, la face dorsale, pardon, on n'a pas de distinction particulière. En revanche, il faut le retourner pour observer effectivement sur l'abdomen un segment, donc le segment sexuel, qui est en forme de T inversé, qui est assez effilé, et qui, si vous le soulevez, on le verra après, vous montre les deux glandes séminales. Et donc aux États-Unis, il est très, très connu, ce crabe bleu, et donc il leur donne des petits noms. Donc les mâles matures s'appellent Jimmy. Alors que les femelles, on verra qu'elles ont d'autres petits noms. Donc là, vous avez une différence entre les mâles matures et immatures. Les mâles matures, vous avez ce segment sexuel qui peut s'ouvrir à la main facilement. Et dedans, vous avez donc les deux petits pénis du crabe bleu qui sont visibles. Alors qu'un mâle immature, lui, va avoir ce même segment, mais qui va être soudé à l'abdomen. Donc, on ne pourra pas l'ouvrir à la main facilement, même quand les individus sont morts, et il est vraiment bien soudé. Et donc, c'est ce qui nous permet de déterminer si ces individus sont matures ou immatures. Pour les femelles, en revanche, on a une différence par rapport aux mâles qui est flagrante. Les bouts des pinces, le dernier segment articulé des pinces est rouge. Donc ça, c'est très particulier et très typique des femelles qui sont facilement reconnaissables. Et on a aussi des petites différences dans la maturité sexuelle des femelles. Lorsqu'on regarde le segment, l'abdomen et le segment sexuel, on a un triangle qui est fusionné à la carapace, qui est de couleur plutôt blanc cassé, et qui correspond finalement à une femelle immature qu'on appelle Sally aux États-Unis. Et cette femelle immature, lorsqu'elle va devenir avoir un abdomen beaucoup plus arrondi, plus gris foncé, voire noir, et qui va effectivement se détacher de l'abdomen, tout comme les mâles, il va être dessoudé. Et là, on appelle ces femelles donc les souks. Donc voilà, donc c'est assez facile de les reconnaître. Et pour les sentinelles, je trouve que c'est important d'avoir ces informations-là lorsque vous ferez remonter les informations sur les observations de crabe bleu. Et puis, ce clapet abdomen sexuel mature va abriter finalement des œufs qu'on peut observer ainsi sur des femelles que vous pêcherez. Donc ces œufs, ce qu'on appelle l'éponge, sont présents sur l'abdomen et elles sont attachées à ce fameux clapet sexuel sur la femelle. Donc là, vous avez une photo, par exemple, d'une femelle mature en pleine eau qui nage. Et donc, ces œufs présents dans les éponges sont au maximum entre 2 et 3 millions, puisque chaque femelle peut produire 2 à 3 millions d'œufs. Et la couleur des œufs est aussi très importante, puisqu'elle va déterminer le stade de maturité des œufs, des larves. Alors, si on a des œufs plutôt orange, on est sur les premiers stades de développement des œufs, alors que si vous avez des œufs plutôt bruns, noirs, comme vous voyez sur ces photos à gauche, en bas à gauche, ce sont des œufs qui sont au dernier stade et qui sont prêts donc à éclore. Donc voilà, donc c'est aussi une information qui peut être intéressante aussi à noter s'il y a des observations de femelles grainées pour déterminer voilà, si elles sont prêtes à relâcher en mer ou pas. Alors, comment se passe la reproduction chez nos crabes bleus? Eh bien, la reproduction, l'accouplement se fait en eau saumâtre, pardon, et principalement dans les herbiers où les couples sont relativement protégés d'attaques ou prédateurs. Donc, le mâle va venir attraper la femelle et rester plusieurs jours accroché à cette femelle et va donc l'emmener dans les herbiers pour la copulation, la reproduction, l'accouplement. Une fois que c'est fait, oui, donc pardon, j'ai oublié de spécifier, une fois que le mâle a emporté sa femelle, il va la retourner et donc la reproduction
l'accouplement se fait ventre à ventre, hein, les clapets sexuels vont être ouverts et donc le mâle va féconder la femelle. Et il arrive de temps en temps de pêcher des couples, d'en retrouver dans les filets de pêche de mâles et de femelles qui étaient en train de s'accoupler. Donc, une fois qu'ils se sont accouplés, notre femelle, donc fécondée, va entamer une longue migration. Elle va passer des eaux saumâtres, donc plutôt proches des embouchures de rivières dans les lagunes ou des estuaires, vers des eaux salées, où petit à petit, on va avoir une production d'œufs, hein, qui vont être présents donc, sur son abdomen, dans l'éponge. Et donc, plus elle va migrer vers les eaux salées, plus ses œufs vont maturer et donc vont changer de couleur. Et cette femelle donc, va arriver en mer avec les œufs, donc les éponges noires, et va relâcher donc ses larves, pardon, qui vont éclore directement sur l'abdomen de la femelle, en pleine eau et en pleine mer. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, les larves vont parcourir plusieurs centaines de kilomètres, puisqu'elles vont être mises et donc transportées par les courants. Alors voilà une petite animation des différents stades de vie, hein, d'une larve de crabe bleu. Donc les premiers stades, on les appelle les zoées, hein, elles sont particulières parce qu'elles ont une espèce de pic sur la face dorsale. Et puis elles vont muer jusqu'à 18 fois pour donner finalement une mégalope, qui est un stade intermédiaire entre la zoée et le crabe, premier crabe juvénile, le premier stade crabe juvénile, pardon. Et donc cette zoée, cette mégalope va être encore planctonique. Et va petit à petit donc muer et migrer vers les milieux lagunaires et dessalés, où on va retrouver donc des premiers stades de crabe, et ce crabe va ensuite entamer jusqu'à 18 mues pour atteindre des tailles jusqu'à 23 cm. Donc voilà un petit exemple de crabe pêché en Sicile. Donc on a différents stades de vie, hein, qui sont pêchés, là c'était le même jour, hein, où on a des crabes adultes qui font jusqu'à 19 cm, là, dans ce cas-là. Mais on peut avoir des crabes qui sont tout petits, hein, qui font environ 1 cm, qui ne sont pas bleus encore, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ont une couleur plutôt sable, avec des petites pointes rouges sur les différents segments, à l'intersection, à la fusion entre les différents segments de la carapace. Ce crabe bleu, une fois bien grandi et établi dans les zones saumâtres, est un prédateur extrêmement agressif, hein, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. C'est un prédateur opportuniste et vorace. Il a une stratégie d'attaque qui est une attaque plutôt en embuscade. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il se dresse droit sur ses pattes, ouvre grand ses pinces et peut atteindre donc toute pince ouverte jusqu'à 40 cm d'envergure. Et donc, il va se mettre en embuscade derrière les herbiers ou dans le sédiment le temps qu'arrive une proie pour l'attaquer. La capacité de ce crabe bleu est enfin, une des caractéristiques de ce crabe bleu est qu'il mange de tout et tout ce qu'il trouve. Donc, il adore principalement les coquillages, hein, les moules. Il peut manger même des huîtres, des palourdes. Il peut manger des poissons. Il est nécrophage. Il mange aussi des algues, des macrophytes, des plantes, mais aussi des crabes verts, et des crabes bleus, puisqu'on a une forte proportion de cannibalisme dans les populations de crabes bleus, notamment lorsqu'elles sont en pleine explosion. Les plus gros vont manger les plus petits. En Espagne, ils ont même observé que ce crabe bleu pouvait manger des grenouilles, donc ce qui a aussi un impact important sur les milieux d'eau douce, hein. Ce crabe bleu va taper dans les milieux salés marins, en milieu côtier, les écosystèmes saumâtres, mais aussi dans les eaux douces, hein. On a observé, quelques études ont montré que le crabe bleu pouvait manger aussi des mollusques, des gastéropodes, on a retrouvé aussi dans les contenus stomacaux des morceaux de poissons d'eau douce, etc. Donc, ce crabe bleu va avoir un impact important finalement sur tout le fonctionnement des écosystèmes et puis aussi sur la pêche artisanale. Là, comme vous voyez sur la photo de gauche, hein, c'est dans la lagune de Lessina en Italie. Ce crabe bleu est extrêmement présent dans les filets de pêche et de par son caractère, son comportement très agressif, sa taille qui est quand même très grosse, très grande, et sa force dans les pinces, et même ces crabes bleus vont colmater les filets, vont les déchirer et vont manger tout ce qu'il y a comme poisson pris dans les filets. Donc, on va vraiment avoir un impact important.
Euh, donc là, vous avez quelques photos hein, qui ont été prises en Albanie. Hein, à gauche, un filet plein de crabes bleus. À droite, un crabe bleu qui a attrapé un poisson. Les poissons sont déchiquetés, donc invendables. C'est une photo qui a été prise en Tunisie par ma collègue Jamila Bensouissi. Donc, effectivement, il y a un impact important sur la pêche artisanale. On y reviendra après, mais effectivement, on a une perte économique importante pour ces pêcheurs. Et donc, ce crabe bleu va avoir des impacts finalement indirects et directs. Donc indirects sur le fonctionnement des écosystèmes. Hein. Par exemple, sur l'étude à gauche que vous voyez, on a une décroissance de manière importante du crabe vert après l'arrivée du crabe bleu et son expansion. Et puis, on va avoir un problème dans le fonctionnement des écosystèmes où on observe indirectement des décroissances de certaines espèces, hein, du mulet, de l'anguille, etc. Donc finalement, on a une nécessité d'avoir le plus de données possible, plus d'informations sur sa distribution pour anticiper un petit peu les problèmes et essayer de limiter la casse, en tout cas, liée à l'invasion de ce crabe bleu. Et puis là, c'est une dernière étude qui est sortie il y a cette année, là, la semaine dernière, qui a été faite en Espagne. L'hypothèse de base, c'était on n'avait pas trop d'informations sur la prédation par des espèces méditerranéennes sur le crabe bleu. On pensait que le crabe bleu était très peu consommé par d'autres espèces. Et en fait, donc, l'équipe de Prado, Patricia Prado en Espagne, a effectué un certain nombre de manips en labo, d'expériences, pour déterminer finalement si le poulpe méditerranéen était capable de manger du crabe bleu et à quelle taille. Hein. Donc, ils ont utilisé différents crabes bleus de tailles différentes. Et ils ont montré effectivement que ce poulpe était capable de manger les gros crabes bleus. Donc, il y a quand même un petit espoir sur le fait que quand même le crabe bleu est rentré dans l'écosystème, dans la prédation par certaines espèces, même si c'est très ponctuel. On sait quand même que voilà, on a la preuve que certaines espèces méditerranéennes peuvent consommer du crabe bleu. Effectivement, c'est toujours pas assez pour contrôler les populations, mais ça donne des petites informations en plus. Voilà. Donc, toutes ces informations, tous ces enjeux, tous ces impacts liés sur l'invasion du crabe bleu de manière générale en Méditerranée, eh bien, constituent un enjeu international et surtout une préoccupation internationale. Hein. On a des préoccupations très locales, hein, par exemple à l'échelle de la Méditerranée française, mais en fait, ça touche tous les pays méditerranéens. Donc là, par exemple, on avait fait en 2022 un workshop sur le crabe bleu hein, qui regroupait un certain nombre de pays méditerranéens, où il était question de montrer l'état des connaissances, l'état des études qui ont été faites dans les différents pays, et puis surtout quelles sont les stratégies de gestion du crabe bleu dans ces différents pays. Donc voilà, on avait des pays genre l'Espagne, la France, l'Italie, la Croatie, la Grèce, la Turquie, Tunisie, Algérie, puis on avait aussi des représentants des États-Unis, mais aussi d'Arabie Saoudite, et on avait demandé donc à ces différents chercheurs et acteurs de différents pays de déterminer quelle était la stratégie dans leur pays sur comment étudier le crabe bleu, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce que vous utilisez aussi comme matériel de pêche. Donc voilà, c'est vraiment un échange de connaissances, un échange d'informations pour globaliser un petit peu les, euh, les infos. Je ne rentre pas dans le détail précisément, mais par exemple, on avait des différentes stratégies de pêche du crabe bleu dans les différents pays, hein, en France, en Italie, en Espagne, en Grèce aussi. On utilise principalement des capes de Tchad, ou en Italie, en Espagne, des nasses aussi. Alors qu'en Tunisie ou en Algérie, on avait aussi de la pêche au chalut. Voilà, donc ça donnait des informations sur quel matériel de pêche utiliser par pays et voilà, échanger vraiment sur quelle était l'efficacité de ces matériels de pêche sur le crabe bleu. Et puis voilà, on leur demandait quelles étaient les attentes en termes de gestion. Donc en France, on était encore dans le suivi, contrôle, pêche, détection précoce. En Italie, on était plus sur la compréhension de l'impact du crabe bleu sur la biodiversité. En Turquie, des questionnements sur
comment déterminer les interactions entre les deux espèces de crabes bleus invasifs en Méditerranée, en Espagne, en Turquie, pardon, en Grèce. On était plutôt sur le contrôle déjà de l'espèce. Enfin, voilà. On avait différentes informations aussi sur les attentes des pêcheurs vis-à-vis du crabe bleu. Est-ce qu'il faut le consommer, le commercialiser, comment ça a été fait dans les différents pays. Ça, c'était des informations très importantes aussi à savoir, puisque chaque pays fait un petit peu ses choses dans son coin en termes de stratégie de pêche, etc. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ces différentes euh, informations, ces échanges, et qui permettent donc finalement qui me permet aujourd'hui de vous présenter voilà, ces différentes infos. Donc voilà, donc je suis allé j'ai pas fait 45 minutes, mais peut-être qu'on peut prendre un petit temps d'échange sur ces différentes infos, si vous voulez. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très, très pédagogique, très riche en informations. Donc, très impressionnante, les images et les vidéos. Je pense que le crabe bleu aujourd'hui aura moins de secrets pour nous, je l'espère, en tout cas en termes de reconnaissance. Donc voilà, avant de poursuivre, avant avec les projets scientifiques, je vous laisse la parole aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Nous avons un temps d'échange, soit concernant la présentation de Guillaume ou de Nathalie Barré. Nathalie, je vois que tu as déjà lavé la main. Oui, j'avais juste une petite question et après je laisserai plutôt tout le monde parler. Guillaume, est-ce que pour le poulpe là, qui attaque le crabe bleu, tu sais s'il met quand même globalement plus de temps, il a plus de difficultés en fait à attraper ce crabe par rapport à un crabe vert qui serait aussi agressif, mais qui est assez gros. Bah, alors, en fait, effectivement, ils ont fait des expériences en labo, donc c'est quand même des conditions qui sont pas tout à fait naturelles, entre guillemets. Mais l'idée, c'était vraiment de comprendre, voilà, s'il y avait prédation du crabe bleu. Je sais qu'ils ont donné plusieurs types de proies aussi, hein. Ils ont fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ils ont proposé différents types de proies au poulpe. Effectivement, ça reste là, c'est un gros poulpe. On a aussi des retours, notamment en Italie où on a des poulpes qui sont mutilés par le crabe bleu, hein. On a des poulpes qui ont les tentacules coupés, qui ont essayé d'attraper du crabe bleu et qui se retrouvent avec des tentacules coupés. Donc voilà, c'est une première étape. Après, en parallèle de cette étude, dans la même étude, ils ont aussi fait des études de réseau trophique où ils ont montré qu'effectivement le crabe bleu dans le delta de l'Èbre était positionné proche du poulpe et qu'effectivement il y avait quand même naturellement de la prédation du poulpe sur le crabe bleu basé sur les isotopes. Voilà, ça reste anecdotique entre guillemets parce que ça ne contrôlera pas les populations de crabe bleu. Par contre, ça donne des informations sur le fait qu'effectivement on a quand même des espèces méditerranéennes qui vont consommer du crabe bleu. Ouais. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'on a des preuves ou des indices qui indiqueraient que les crabes bleus peuvent être parasités par la saculine? Alors, dans la littérature, on n'en a pas, à ma connaissance. Je pense que peut-être Alors, moi, je suis pas du tout sur ces aspects-là, mais je pense que le labo de Banyuls, l'observatoire de Banyuls, pourrait peut-être donner plus d'infos, puisqu'effectivement, il travaille sur ces aspects parasitisme, et notamment le transfert de parasites entre crabes verts, crabes bleus. Donc là, il pourrait plus te donner d'infos sur cette partie parasitisme. Ouais. D'accord. C'est pas nous, Ourdez, qui travaille là-dessus. Oui, D'accord, j'en ai merci. pas forcément entendu parler par Stéphane, bien que la Ouais. saculine, c'est vrai qu'elle peut être sur pas mal de crabes. J'ai plutôt entendu parler récemment donc du coup d'un parasite dans les mots-lymphes. Je crois que c'est Oui. Hématodinium. Donc plutôt un protozoaire, il me semble, qui est dans les mots-lymphes et voilà, qui est plutôt largement retrouvé effectivement sur le crabe bleu. D'accord, merci. Je, pardon, je récupère une question dans le chat de Estelle Di Costanzo. Y a-t-il présence des deux espèces sur les côtes françaises? Alors non, alors, effectivement, on a deux espèces de crabes blancs méditerranéens. J'en ai pas trop parlé, mais donc on a Calinectes sapidus et Portunus segnis, donc qui sont de la même famille, hein, qui sont deux portunidés. Portunus, il vient de mer Rouge. Pour l'instant, il est cantonné au sud méditerranéen, donc principalement en Tunisie, avec des grosses
population très abondante. On a des signalements de plus en plus fréquents hein, vers le nord. Hein, on en a en Sicile, ça c'est tout nouveau. Je sais qu'en 2023, ils en ont observé dans l'Adriatique. Donc, le point le plus haut, c'était Ancona pour Portunus. Donc, il remonte un petit peu de temps en temps en nord méditerranéen. Il est même aussi observé à la sortie du détroit de Gibraltar dans le golfe de Cadix, en Espagne, pareil, en 2023. Donc, voilà, la question, c'est jusqu'où il va aller. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signalement d'opportunus à ma connaissance. En tout cas, cette espèce est suivie et la détection précoce, c'est vraiment très... voilà, on est vraiment focus aussi sur ça du fait de ce qu'on a appris aussi sur Calinectes, justement pour, dès qu'il y a du opportunisme potentiel recensé, réagir rapidement. Mais pour l'instant, il n'est pas présent au-dessus de la Sicile dans la partie ouest méditerranéen. Merci Guillaume. Je vois qu'il y a deux mains levées. Jamila, je ne sais pas si c'est toi la première. Oui, merci Guillaume. C'est très très intéressant, très imagé et très intéressant comme présentation. J'avais une petite précision à vous demander par rapport à la biologie de l'espèce. Vous disiez que la femelle fécondée rejoignait les eaux côtières salées. Oui. Que devient le mâle en fait? Est-ce qu'il reste dans les lagunes? Est-ce qu'il migre plus haut, plus bas? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, les mâles vont passer quasiment toute leur vie dans les lagunes. Les mâles sont beaucoup plus observés dans les eaux dessalées que les femelles. Et ces mâles-là vont rester dans les eaux dessalées. Après, on va avoir, on observe même en Corse hein, des migrations à l'intérieur des lagunes hein, pour les mâles, où on a en période de reproduction plus de mâles proches des embouchures de rivières, où c'est vraiment de l'eau très saumâtre. Et on va avoir une migration, hein, une utilisation de l'habitat de manière générale après les périodes de repro, mais les mâles ne vont pas du tout migrer en mer, contrairement aux femelles qui vont, elles, entamer ces grandes migrations pour maturer les œufs. Cette migration, il faut vraiment comprendre qu'elle est importante, pas pour la femelle, parce qu'elle va passer d'eau dessalée qui peuvent être autour de 10 de salinité jusqu'à des eaux qui peuvent monter à 37. Hein, donc, elle va quand même passer sur des gros gradients de salinité. Elle le fait parce qu'il faut maturer les œufs. Et ces œufs, ces larves vont se développer, et ça je ne l'ai pas spécifié, c'est vrai, au-dessus de salinité qui sont au-dessus de 20, 25, voire 30. Donc ces larves, elles ont besoin d'eau salée. Et c'est le déclenchement de l'éclosion des œufs sur l'abdomen de la femelle est notamment lié à la salinité. Voilà. Et ces différents stades d'œufs, hein, du orange au marron brun, est lié à la migration de la femelle. Plus elle va migrer vers des eaux salées, plus la maturation des œufs va être accélérée. Voilà. Va passer à différents stades. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Lisa, je vois que tu as la main levée. Oui, merci. Du coup, de la même façon, merci beaucoup hein, pour cette présentation qui était très très claire et très riche. J'avais une question, donc oui, voilà, je sais que c'est une espèce qui est originaire des côtes nord-américaines et je me demande du coup, est-ce qu'il y a des études qui sont menées donc, aux États-Unis qui peuvent enrichir en fait ce qu'on connaît, ce qu'on cherche aussi à connaître en Méditerranée. Voilà. Merci. Alors, aux États-Unis, alors étonnamment, aux États-Unis, c'est extrêmement populaire, hein, le crabe bleu. Il faut savoir que le crabe bleu aux États-Unis en ce moment, c'est un vrai problème, mais pas en termes d'invasion, mais en termes de gestion des stocks, parce qu'en fait, ils ont surpêché le crabe bleu, notamment dans le nord des États-Unis, dans la baie de Chesapeake, où le crabe bleu, on a des restaurants spécifiques, hein, où on va manger des burgers de crabe. Le crabe bleu est surpêché. Donc, on a une diminution en ce moment, enfin depuis plusieurs années, mais en tout cas, l'enjeu là-bas, ce qui est paradoxal avec nous en Méditerranée, c'est qu'eux, ils cherchent à conserver au maximum l'espèce et notamment, ils sont aperçus que les individus étaient de plus en plus petits parce qu'effectivement, plus on les pêche, plus forcément la taille des individus va être petite. Mais ça reste une espèce qui a aussi des potentiels enjeux hein, aux États-Unis. Là, je vais dans le Maine demain à Boston parce qu'en fait, il est observé pour la première fois depuis l'année dernière dans les eaux froides du nord du Maine jusqu'au Canada, alors qu'il n'était pas présent. Donc, on a aussi des migrations vers le nord hein, du crabe bleu dans des zones où il n'était pas présent. Donc là, il y a ça aussi. Par contre, en termes d'informations sur la biologie, l'écologie,
finalement, aux États-Unis, on a peu d'informations parce qu'en fait, ils ont beaucoup travaillé sur les stocks. Ils ont beaucoup travaillé sur la télémétrie acoustique, hein, la migration des femelles, les zones de reproduction, l'utilisation de l'habitat. Mais finalement, on a peu d'informations sur sa tolérance à la température de la salinité. J'en reparlerai après, mais on n'avait pas d'infos. On n'avait pas d'infos sur euh, les régimes alimentaires précisément là-bas. Enfin, voilà, en fait, ou c'est des très vieilles études, en fait. Donc, finalement, on manquait beaucoup d'informations, hein. Nathalie, si tu veux rajouter des choses, mais on manquait aussi beaucoup d'informations sur des choses récentes, sa réponse au changement climatique, sa tolérance environnementale. Enfin, voilà. Et il nous manquait énormément d'informations et on s'est retrouvé avec une espèce où on n'y connaissait pas grand-chose, finalement. Voilà. Merci Même beaucoup. là-bas. Même en termes de structure de population, hein, je vais en parler dans la présentation d'après, mais on a très peu d'infos sur comment elles sont structurées dans le temps, par saison, quand est-ce qu'ils se reproduisent. Enfin, voilà, on a un peu de mal à avoir les infos. Est-ce que vous avez d'autres D'autres questions? questions? Juste pour information, suite à un échange avec un collègue dans le delta de l'Èbre, un point positif, s'il peut en avoir un pour le crabe bleu, c'est qu'ils ont réussi quand même dans les rizières à éliminer une espèce qui ravageait les cultures de riz, une espèce de coquillage Pomacea. Voilà, petit point positif pour cette invasion. Est-ce que vous voulez que je... N'hésitez pas à Ouais, poser vos si questions, vous hein. n'avez pas d'autres questions, peut-être que je peux faire la deuxième présentation, et puis comme ça, à la limite... Ah, il y a Virginie qui a une question. Pardon. Oui, oui, merci, merci beaucoup Guillaume. J'avais une question, peut-être tu l'as dit et ça m'a échappé, mais qu'en est-il de la connaissance de la prédation sur les larves de Caïnétès? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ou... Non, on n'a pas d'infos. Parce qu'en fait, le problème des larves, c'est que les zoées se ressemblent comme deux gouttes d'eau à des zoées de crabes verts ou des zoées d'autres crustacés divers et variés. En fait, on manque de taxonomistes très poussés parce qu'en fait, il faut compter, des fois, ça se joue à une soie, à un petit segment. Enfin, c'est très compliqué de déterminer si la larve que j'ai pêchée, c'est une larve de crabe bleu ou une larve de crabe vert. Ça, on n'a pas d'infos. Enfin, on a beaucoup de mal à ça. Sur les larves, vraisemblablement, on aura quand même de toute façon de la prédation de petits planctonophages, de méduses, enfin, voilà, d'individus qui mangent, d'espèces qui mangent du plancton. Ça, c'est sûr, on en a. Enfin, c'est indéniable. Pour ce qui est de la mégalope, qui est à l'interface un peu entre la pleine mer, enfin, la pleine eau, pardon, et le benthique, hein, va migrer entre les deux. Les mégalopes vont venir rentrer à un moment donné dans les lagunes et se cacher dans les herbiers, etc. Donc là, vraisemblablement, il y aurait potentiellement de la prédation par des petits poissons ou d'autres crabes, hein, d'ailleurs. Donc, potentiel. Je sais que nous, pour l'avoir testé en Sicile, on a les tout petits crabes bleus que je vous ai montrés en photo sont mangés par les crabes verts. Donc ça, c'est une info. Mais par contre, ces crabes verts sont petits quand même, hein. Même les adultes sont tout petits. Donc à partir de 2-3 cm, les crabes bleus sont plus mangés. Voilà. Voilà pour un peu les infos qu'on a. Mais la phase larvaire, oui, on aura forcément de la mortalité et de la prédation. Voilà. Après, on n'a pas d'autres évidences, d'autres infos sur qui mange quoi. Et de la même manière, on ne sait pas si les oiseaux d'eau se nourrissent des petits individus de crabes bleus. Alors nous, en Sicile, on en a observé, parce que nous, on travaille dans des salines en restauration, donc elles font 30 cm de profondeur. Il faut s'imaginer que ce sont vraiment que des petits bassins où il y a énormément de crabes bleus. Et pendant la période hivernale, effectivement, on a observé des crabes bleus hors de l'eau, alors que le crabe bleu est quand même peu enclin à sortir de l'eau, des petits, avec des trous dans la carapace qui vraisemblablement seraient des trous de bec d'oiseaux migrateurs, parce qu'on a beaucoup de migrateurs qui viennent en Sicile qui font un stop dans leur route et qui effectivement mangeraient ces petits crabes bleus qui faisaient 4-5 cm, je dirais. Reste anecdotique.
Ah, il y a S'il n'y a Estelle pas qui d'autres demande. questions. Oui, il y a une question d'Estelle qui dit si le mérou pourrait être prédateur de jeunes individus. Potentiellement, oui. Après, les jeunes individus rentrent assez vite dans les lagunes et le mérou, lui, n'est pas en lagune. Donc, vraisemblablement, potentiellement, manger du crabe bleu avant qu'il rentre dans les lagunes, mais ça restera peut-être un peu anecdotique. Voilà. Malheureusement. Jamila, tu avais une autre question. Oui, alors j'avais une autre question. Quand je voyais la femelle avec ses œufs bien gros, là, que vous appeliez éponge, je me disais que, enfin, au bout d'un moment, est-ce que la femelle reste stable dans sa nage? Est-ce que ça ralentit pas? Enfin, j'imagine que c'est énorme. Donc, que devient, en fait, que devient le comportement de la femelle suite à cette grosse quantité d'œufs qu'elle transporte avec elle? Alors, le poids de l'éponge peut faire à peu près 10% du poids de la femelle. Voilà, pour vous donner une idée. D'accord. Effectivement, elle passera peut-être un peu plus de temps à faire ces migrations. Après, c'est des migrations qui se font par étapes. Hein. Ce n'est pas juste après l'accouplement qu'elle va partir en mer. Elle va faire des étapes. Elle va rester un peu en lagune. Elle va revenir, aller un petit peu en eau un peu plus salée dans la lagune, un peu plus. Elle va passer par le gros. Elle va rester un peu en milieu côtier. Enfin, ça se fait vraiment, il faut vraiment penser que ça ne se fait pas comme ça en un jour. Ça se fait vraiment par petites étapes. Et la femelle, d'une manière générale, quand elle a les œufs, quand elle a l'éponge, va se cacher dans les herbiers, va s'ensabler dans le sédiment, dans le sable. Elle va vraiment essayer de se protéger parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des prédateurs qui mangent les œufs. Et surtout, elle va arrêter de se nourrir. Il y a eu des observations comme ça où les femelles grainées ne mangent pas ou peu, justement parce qu'elles vont allouer toute leur énergie à la reproduction, enfin à la production d'œufs, et à maintenir ces œufs, à les faire maturer le plus jusqu'à l'éclosion des larves. Ouais. D'accord. Merci, Guillaume. Non, c'est les femelles qui font tout chez le crabe bleu. Hein. Il y a Frédéric qui a une question aussi. Oui, merci beaucoup, c'est super passionnant. Une petite question, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la pêche aux poulpes dans les zones où il y a des crabes bleus pour favoriser justement cette prédation du poulpe? Et du coup, protéger un peu les poulpes aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs un gros questionnement qu'on avait en Tunisie. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec la Tunisie aussi sur les deux espèces de crabes bleus, où en fait il y a une surpêche du poulpe en Tunisie qui sont minuscules, pour être tout à fait honnête. Ils sont pêchés minuscules. Donc oui, en fait, on se dit, mais peut-être que ce serait bien de protéger peut-être un peu plus les poulpes, en tout cas des prédateurs de crustacés d'une manière générale pour pouvoir, en tout cas, éviter qu'il y ait un déséquilibre et peut-être un mini contrôle local, même si voilà, c'est quand même, ça ne fera pas tout, mais effectivement, oui, c'est des enjeux. Voilà, c'est pour ça que j'appelle le crabe bleu comme un cas d'école hein, en Méditerranée, c'est parce qu'en fait, il nous a fait revoir ces discussions qu'on a beaucoup avec le pôle d'ailleurs. C'est des discussions, c'est une espèce qui nous fait revoir notre façon de penser espèces invasives, notre façon de gérer les espèces invasives, notre façon de réagir. Voilà, on a vraiment un petit peu un cas inédit. Ce crabe bleu nous fait voir un petit peu, revoir un petit peu notre copie sur comment gérer ces espèces. Voilà. Et le reste d'ailleurs. On va pouvoir sauver les poulpes. Voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse la deuxième présentation? Comme ça, à la limite, on réalimente un peu les questions, puis on peut repasser un peu en discussion. Oui. Oui, je propose que tu Ça vous poursuives, va? Guillaume. Ça On aura marche. un autre temps d'échange plus tard. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez en plein écran? Parfait, Guillaume. Allez, super. Donc voilà, donc, je vous ai fait vraiment un résumé un petit peu large de ce qu'on pouvait savoir sur le crabe bleu de manière très générale. Là, je vais vous montrer vraiment ce qu'on a fait en France, en Méditerranée, sur ce crabe bleu et que finalement, on a quand même amassé un certain nombre d'informations qui peuvent aider à la gestion et voilà, en tout cas à donner des informations pour mettre en place des plans de gestion, des plans de lutte, etc. Le premier aspect sur lequel on a
on a travaillé notamment avec l'Office environnement de la Corse et le laboratoire Stellama à Bastia. C'était de travailler sur le suivi des populations de Caïnectes dans différentes lagunes, qui finalement, on s'est rendu compte que c'est une étape importante, puisqu'en fait, ce crabe bleu, du fait de sa forte capacité à envahir différentes zones, va s'adapter de manière très locale aux conditions environnementales de la zone dans laquelle il est présent. Donc, par exemple, une lagune. On s'est rendu compte que finalement, on avait, ça c'est des observations un petit peu comme ça, au départ, on se rendait compte qu'il y avait des petits crabes bleus qui étaient présents en hiver dans une lagune et puis pas dans une autre, qu'on avait des très gros dans une et pas dans une autre. Donc finalement, on s'est rendu compte que chaque population était finalement unique et que dans chaque lagune, chaque zone envahie, on avait une réponse particulière de chaque population de crabes bleus qui ne se reproduisent pas forcément à la même période, qui ne vont pas réagir de manière homogène d'une zone à l'autre. Et donc, finalement, on s'est dit qu'il fallait faire des suivis de population pour finalement déterminer quelles mesures de contrôle on pourrait mettre en place sur les sites et donner des informations sur quelle période il serait euh, intéressant de mettre en place ces mesures de gestion. Donc ça, j'en parlerai juste après, mais voilà. L'idée, c'est de comprendre comment ce crabe bleu, ça on ne le savait pas, finalement, s'était adapté et comment il réagissait dans les différentes zones envahies. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 3 sites. Alors moi, j'ai travaillé sur les salines de Trapani, donc je vous en ai parlé juste avant, c'est des salines en restauration, donc c'est des micro-habitats où on a énormément de bleus. Et puis, on a comparé ces suivis de population avec 2 lagunes. On a travaillé ensemble avec l'OEC et Stellama, la lagune de Bigoulia, la lagune de Palo en Corse, où on a fait un suivi mensuel en collaboration avec les pêcheurs des lagunes, des populations, où on a mesuré chaque mois la taille de la carapace, la maturité sexuelle. Donc, on a déterminé si le segment était soudé ou pas soudé, si les femelles avaient un abdomen triangulaire ou pas, etc. La présence d'œufs. On a déterminé la masse des individus et puis la proportion mâle-femelle sur un minimum de 30 individus. Donc là, vous avez quelques photos du suivi, par exemple. Là, c'était à Bigoulia. Donc là, ça, c'est le plus gros crabe qu'on ait jamais pêché à Bigoulia, qui fait 24 cm. Et en fait, on a mesuré tous les mois sur minimum 30 individus pendant 1 an. Et là, c'est en train de continuer encore, la distribution des tailles, des poids, etc. Là, je vous montre un exemple pour la Sicile, mais c'est exactement ce qu'on a fait aussi en Corse, où par exemple, on a déterminé en fonction de la taille de la carapace la fréquence des mâles et des femelles. Donc là, par exemple, en hiver, on avait des individus qui étaient très petits, qui étaient compris autour de 1-2 cm pour les plus majoritaires, pour les mâles et les femelles, et on se rend compte qu'ils avaient la même dynamique, ces mâles et ces femelles. Au printemps, on remarquait qu'on avait une grosse différence entre les mâles et les femelles, où on a une proportion de plus autour de 8 cm pour la majorité, alors que les mâles avaient déjà atteint 10 cm. Donc là, on se rend compte qu'il y a déjà un décalage entre les mâles et les femelles en période printanière. Et puis ce décalage va être rattrapé par les femelles en période estivale, où on va avoir une superposition finalement des fréquences des deux espèces, des deux sexes, où on est à peu près sur des individus en majorité autour de 10 cm. Et on s'est rendu compte que c'est à cette période-là qu'ils se reproduisaient. Donc ça, c'est aussi intéressant à considérer. Et puis en automne, par exemple, toujours, on a observé qu'il y avait 2 populations. Il y avait la population, entre guillemets, vieille, qui avait en moyenne, qui faisait 11-12 cm en moyenne en majorité, alors qu'on avait des tout petits individus en automne qui arrivaient dans les salines, et comme je vous ai présenté précédemment, qui arrivaient vraisemblablement de la mer, puisque c'est des premiers stades de crabes, donc qui venaient à quelques jours près, quelques semaines, de se métamorphoser en premiers crabes et qui ont migré vers ces salines. Et là, on avait effectivement 2 populations. Donc ça, c'était très intéressant à mettre en place, parce qu'en fait, voilà, grâce à ça, on a la distribution des tailles, la dynamique de population des crabes bleus, mâles et femelles, ce qui nous permet finalement de déterminer, donc là c'est en anglais, mais pour vous donner juste un petit exemple, dans l'année, de déterminer quand les crabes rentrent en hibernation, quand est-ce qu'on a du recrutement de juvéniles,
Quand est-ce qu'ils vont grandir? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les mâles et les femelles grandissaient de manière différente. Les femelles avaient une croissance plus lente, plus tardive, contrairement aux mâles. Quand est-ce qu'ils copulaient? Donc, on avait identifié les périodes de copulation, donc la présence de mâles et de femelles, abdomen, ventre contre ventre, hein, abdomen contre abdomen, et puis le nombre d'œufs pondus, enfin produits, et quand est-ce que les femelles allaient migrer en mer, par exemple. Donc ça, c'est des informations qui ont été toutes mises en lien avec la température et la salinité, et ce qui nous permet de dire, voilà, en fait, c'est peut-être à cette période-là, par exemple, en Sicile, nous, on s'était rendu compte qu'il valait peut-être mieux pêcher, faire une mesure de contrôle plutôt au mois de juin, juillet, juste avant la copulation, parce que les mâles étaient déjà grands, les femelles venaient à peine d'atteindre l'âge adulte, et donc ça a évité la potentielle reproduction entre les deux sexes. Donc ça a été fait sur les trois lagunes, hein. Je ne vous présente pas tous les résultats, mais il y a aussi un aspect important, et là je vous montre pour les 3 sites étudiés, qu'on a des différences très importantes dans la taille à maturité sexuelle. Donc en mesurant l'abdomen, s'il est soudé, pas soudé, si les femelles sont matures, pas matures, etc., en lien avec leur taille de carapace, on obtient ce genre de courbe. Et ce genre de courbe nous permet de dire qu'à partir d'une certaine taille, on sait que plus de 50% de la population sera mature. Donc, par exemple, à Trapani, en Sicile, on va avoir des femelles qui vont être matures à 12 cm et des mâles qui vont être matures à 11,75 cm. On passe à Bigoulia, en Corse, qui est une lagune saumâtre, où on va avoir plutôt des individus qui vont être matures sur des tailles plus grandes. Les premières maturités sont observées sur des tailles plus grandes. Donc, on observe par exemple pour les femelles qu'on est à 16,79 cm, alors que les mâles sont à 16,16 cm. Donc, on sait qu'au-dessus de ces tailles-là, plus de 50% de la population sera mature. Et à droite, à la lagune de Palo, qui est une autre lagune de Corse, on se rend compte que les femelles sont matures à 13,86, 13,9 cm et les mâles à 14,4 environ. Donc, si on regarde les 3 sites étudiés, pour la même espèce, avec des conditions qui sont un peu différentes d'une zone à l'autre, eh bien, on va avoir des maturités sexuelles différentes. Donc, on ne va pas pouvoir mettre en place des mesures de gestion qui sont harmonisées sur tous ces sites. Il faut qu'on soit local, dépendant, local contexte, on va dire. Ce qu'on va mettre en place en Sicile va être différent de ce qu'on va mettre en place à Bigoulia en Corse et à Palo aussi en Corse, même si la lagune est proche de Bigoulia, sur la même zone géographique, eh bien, on va avoir des populations qui sont complètement différentes. Donc, finalement, la moralité de cette chose-là, c'est de dire, ben, en fait, il est important d'étudier ces populations de crabes bleus à l'échelle locale pour déterminer et pour mettre en place des mesures de gestion qui sont adaptées et efficaces et adaptées donc aux conditions locales, à nos populations locales. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important qu'on a mis en évidence et qui est important à considérer parce que ce crabe bleu, voilà, pour le gérer, il faut le comprendre et à l'échelle extrêmement locale, à l'échelle de chaque site envahi. Il y a un autre aspect important, et ça, c'est revenez à une question qu'on a eue juste avant, c'est de savoir quelle était sa tolérance environnementale, donc sa tolérance à la température, sa tolérance à la salinité, et ces outils nous permettent finalement d'aider à comprendre si le crabe bleu pourrait s'étendre en Méditerranée ou persister dans le temps, ou est-ce que les populations pourraient se décliner du fait du changement climatique. Donc, on a travaillé sur la tolérance thermique du crabe bleu, où en fait, il s'agissait, pardon, excusez-moi, il s'agissait de travailler sur la performance métabolique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la performance métabolique, mais c'est très simplement une courbe, comme vous voyez à droite, une courbe gaussienne, une courbe en cloche, où on va avoir la réponse métabolique, donc on va mesurer la respiration du crabe bleu en fonction de la température, de la salinité, par exemple. Et donc, on va avoir une augmentation du métabolisme sur des paramètres environnementaux, la température basse, par exemple, qui va augmenter jusqu'à obtenir un optimum, donc qui est le haut de la courbe. Et au-delà de cet optimum, la température va être telle que ça va inhiber finalement le métabolisme du crabe bleu. Donc, on va avoir une décroissance du métabolisme jusqu'à la mort des individus. Et ça, c'est important à considérer parce que la température a un effet sur ce crabe bleu qui est une espèce ectotherme, donc c'est-à-dire qui est une espèce qui a la même température corporelle que celle du milieu.
Et puis, on a aussi la salinité. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, grâce à cette approche de performance métabolique ou de tolérance thermique ou haline, on va pouvoir déterminer la niche environnementale de l'espèce et donc déterminer quels sont les seuils minimum et maximum de tolérance, quelles sont les conditions optimales et comment gérer cette espèce de manière adaptée en lien avec les conditions environnementales. En plus de cela, il y a différentes courbes qui existent dans la littérature sur différentes espèces. En fonction de la forme de la courbe, on sait si c'est une espèce qui est plus tolérante aux faibles températures, aux températures froides, si c'est une espèce plutôt tropicale avec des températures hautes, ou si c'est une espèce qui est généraliste, c'est-à-dire une espèce qui présente une courbe, comme vous voyez en rouge, très large, avec un optimum, certes, mais qui a une large tolérance environnementale, à la température notamment. Donc, comment on a fait? On a mesuré les taux de respiration du crabe bleu à 12 températures différentes. On a fait des petites manips en labo, donc on a pris nos crabes bleus, on les a acclimatés aux températures étudiées, on les a mis dans des chambres de respiration, donc ces gros bocaux que vous voyez, qui sont reliés par une fibre optique qui relie un système qui mesure la respiration via la réfraction, enfin la réaction entre la membrane et la fibre optique. Donc voilà, vous avez la petite image des manips mises en cours et en direct sur l'ordinateur, on avait la consommation d'oxygène de chaque crabe bleu mesuré. Et donc, on mesurait ça pendant à peu près 1 heure. Et à la fin, donc, on extrayait pour chaque individu, chaque température, le taux de respiration. Et puis, on a fait un certain nombre de modèles pour déterminer quelle est la courbe du crabe bleu liée à sa réponse, donc sa respiration métabolique, à la température. Donc, on obtient cette courbe-là, qui est une courbe, comme vous voyez en bleu, très large. Donc, c'est une espèce qui montre qui est une espèce généraliste à la température. Et on a déterminé que ce crabe bleu avait un optimum à 24 degrés. En revanche, même si cet optimum est à 24 degrés, on va avoir une décroissance du métabolisme, un stress thermique et la mort des individus à 40 degrés. Donc, en utilisant cette courbe, on a calculé, on a déterminé un indice de probabilité qui est entre 0 et 1, basé sur cette courbe. Donc, comme vous pouvez voir à droite, on a donné une couleur. C'est plus facile d'identifier si c'est vert, c'est optimal, si c'est rouge, c'est pas optimal, pour déterminer à l'échelle de la Méditerranée, sur des conditions réelles, les zones où le crabe bleu pourrait trouver des habitats thermiques favorables. Donc là, vous voyez ce petit gif tourner et vous voyez effectivement que, par exemple, en période plutôt hivernale, janvier, février, mars, c'est vraiment au sud de la Méditerranée qui trouve des conditions optimales. Mais vous voyez qu'à partir de l'été, ça explose partout en Méditerranée et il trouve donc des conditions favorables pour son métabolisme. Donc ça, c'est super important puisque ça nous permet finalement de déterminer les zones où le crabe bleu trouverait des habitats favorables liés à la température. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que ce crabe bleu était très généraliste. Il meurt à 0 degré, il meurt à 40 degrés, il a un optimum à 24, mais on a une grande fenêtre de tolérance thermique. Donc finalement, on peut dire que la température, certes, est un paramètre important à mesurer sur le crabe bleu, mais ce n'est pas le paramètre limitant pour l'espèce. En revanche, la salinité, c'est autre chose. Donc l'année dernière, avec nos collègues corses de l'Office environnement et du laboratoire Stellamar, on a mesuré la tolérance à la salinité du crabe bleu, parce que c'est le paramètre important, notamment dans son cycle de vie, comme j'ai présenté précédemment. On a de la reproduction en milieu dessalé, les femelles qui vont vers les eaux salées, etc. Donc ce crabe bleu va avoir besoin de différentes conditions de salinité. Donc pour faire ça, on a utilisé le même système que je vous ai présenté précédemment. On a mesuré la tolérance à la salinité entre des salinités de 0, donc de l'eau douce, jusqu'à 65, tous les 5 degrés de salinité. Et on a mesuré ça donc en laboratoire. Et on obtient donc le même principe. On a les données, on détermine le modèle, on transforme en probabilité d'habitat et on va cartographier à l'échelle de chaque lagune méditerranéenne les conditions favorables ou non pour le crabe bleu. Donc, la courbe montre ici, que vous voyez ici, donc on a une tolérance du crabe bleu entre 0 et 65 degrés, 65 de salinité avec un optimum autour de 18,5.
et une mortalité qui commence à partir de 55 et où on a 100% des individus qui sont morts à 65. Donc, on a déterminé que le seuil critique était de 62,4 pour la salinité et le seuil critique minimum était de 0, donc l'eau douce, même si les crabes bleus étaient morts au-delà, étaient morts juste après 18 heures d'exposition à l'eau douce. Donc, ils ont survécu 18 heures dans de l'eau douce avant de mourir. Donc, ils ont quand même une certaine propension à vivre en milieu eau douce et à y rester plusieurs heures. Et donc, on a fait le même principe, on a transformé ça en probabilité. Pardon, et on a cartographié pour 19 lagunes françaises. Donc ça, c'est grâce au réseau FilmMed et grâce à tous les gestionnaires de lagunes qui nous ont fourni leurs données de salinité. On a cartographié pour chaque mois de l'année 2023 les habitats favorables ou non pour le crabe bleu. Donc là, par exemple, dans les temps de berre, où le crabe bleu est peu présent et il commence à être un peu émergent en ce moment, il est de plus en plus pêché de manière fréquente. Donc, on peut déterminer grâce à ça les zones où le crabe bleu pourrait trouver des habitats favorables. Donc, plus c'est rouge, plus c'est favorable. Et donc, vous voyez que quasiment toute l'année, dans les temps de berre, on est sur des conditions qui sont bien favorables pour le métabolisme de Cainectes en lien avec la salinité. À l'opposé, on a les temps de taux. Et les temps de taux, vous voyez qu'on est tout le temps dans le bleu, on va jusqu'au vert, donc on n'est pas très optimal pour le crabe bleu. Et d'ailleurs, on n'en observe finalement pas tant que ça dans les temps de taux. Donc ces données finalement sont intéressantes puisqu'elles sont aussi en lien avec ce qu'on observe dans le milieu. Donc finalement, mesurer la performance métabolique de ce crabe bleu, c'est aussi un outil de gestion, un outil qui peut aider chaque gestionnaire de lagune pour déterminer les zones à l'échelle lagunaire, l'échelle du site étudié, du site géré, pardon, quelles zones seraient importantes pour focaliser la pêche, focaliser les études, les observations, etc. Donc, on a déterminé aussi différentes lagunes. Si ces lagunes sont déjà envahies par le crabe bleu, eh bien, on sait qu'il faudra peut-être aller plus vers le nord pour mettre en place des mesures de contrôle, par exemple. Si le crabe bleu est émergent, ben, au moins ça nous permet de savoir où est-ce qu'il pourrait trouver des habitats favorables. Ou s'il n'est pas présent, d'anticiper si la lagune serait favorable ou non aux conditions pour le maintien du crabe bleu. Et enfin, on a aussi travaillé sur la connectivité des larves. Donc, ce que je vous disais, elles sont planctoniques, donc elles vont migrer, elles vont être éclore en pleine mer, et donc elles vont parcourir des centaines de kilomètres. Et donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, ces larves vont parcourir des centaines de kilomètres et donc vont envahir potentiellement de nouvelles zones. Et ce qui est important, c'est de savoir quelle population envoie des larves à une autre population, quelle est la connexion, la connectivité entre chaque population. Et ça, c'est super important en termes de gestion nationale, régionale et internationale. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait éclore des larves tous les jours entre le 1er avril et le 30 septembre pour l'année 2017, 2018 et 2019 de la Méditerranée, sur toutes les populations méditerranéennes. Et on a suivi la distribution des larves sur différentes périodes, sachant que le temps de croissance d'une larve est entre 30 et 50 jours. Donc, on a fait divers scénarios entre 30, 40 et 50 jours. Et on a déterminé, donc à l'échelle de la Méditerranée, les connexions entre les différentes populations. Et on se rend compte que finalement, on a des clusters différents d'une zone à l'autre. La France, par exemple, est très connectée avec l'Espagne et les Baléares. On a vraiment ce cluster à gauche où on a un échange de larves entre ces deux pays. On a un échange de larves entre les îles, entre la Corse, la Sardaigne et la Sicile et la Tunisie. On a aussi un gros amas de connectivité en Adriatique, où les larves sortent peu de l'Adriatique, elles s'auto-alimentent, ou aussi en mer Égée, en Grèce. Donc ça, ces informations, elles sont super importantes en termes de gestion internationale pour dire, ben voilà, en fait, moi en Sicile, je reçois des larves de Tunisie, donc il faut qu'on se mette d'accord pour mettre en place des choses ensemble sur les deux rives. Et en plus de ça, on a travaillé aussi sur la distance parcourue par les larves, et on s'est rendu compte que plus de 50% de ces larves parcouraient en moins de 100 km. Donc ça veut dire que finalement, on a un enjeu finalement local et régional sur la gestion de ce crabe bleu et sur la gestion de cette dispersion larvaire. Admettons, par exemple, si on se met d'accord entre la Sicile et la Tunisie, si on met des mesures de contrôle harmonisées en Sicile et en Tunisie des deux côtés, sur des périodes précises
de relâcher de l'arbre, etc., ben, finalement, on pourra diminuer les connexions entre les différentes populations et donc diminuer l'expansion potentielle de l'espèce. Donc ça, c'est un enjeu très important à considérer. Et enfin, je vais vous parler très rapidement de l'impact sur la pêche artisanale. J'en ai parlé un peu avant, mais on l'a quantifié. On a travaillé en France, en Italie, en Tunisie. On a travaillé sur des questionnaires auprès des pêcheurs où on leur a demandé quels étaient les impacts du crabe bleu sur leur activité de pêche. Donc, par exemple, la majorité nous avait indiqué, donc on avait interviewé une centaine de pêcheurs, la majorité nous avait indiqué qu'il y avait une dégradation importante des filets, une augmentation de la pénibilité du travail. Avoir du crabe bleu agressif dans les filets est difficile à manipuler pour les pêcheurs qui donc sont blessés parce que le crabe pince et il pince fort. Donc, on a beaucoup de pêcheurs qui sont blessés par la manipulation du crabe bleu et surtout, on a une dégradation importante des poissons pris dans les filets de pêche. Et tout ça cumulé, finalement, de manière générale, le crabe bleu induit une diminution globale des revenus pour les pêcheurs, mais aussi les aquaculteurs. On l'a vu notamment en Italie, où on avait des stocks de palourdes qui avaient été décimés l'année dernière. Mais aussi la combinaison de poissons invendables, de filets déchirés, induisent des pertes économiques importantes. Et enfin, ce crabe bleu, finalement, on peut le considérer comme une nouvelle ressource positive seulement en Italie. En tout cas, les pêcheurs nous ont dit c'est une nouvelle ressource, ça pourrait compenser les impacts, en Tunisie, pardon, pourrait compenser les impacts liés à son invasion si on le vendait, on le commercialisait. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des pays, donc des 3 pays, plus de 70% des pêcheurs nous ont indiqué qu'il fallait pêcher et commercialiser ce crabe bleu, mais ce crabe bleu, notamment en France, n'est pas vendu ou peu vendu et surtout méconnu du public. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En 2023, on a lancé une étude qui s'appelait Bleu Conso, où on a interviewé 2040 personnes à l'échelle nationale française métropolitaine. Donc là, vous avez la distribution des réponses sur la gauche. Et on leur avait demandé à ces gens s'ils étaient prêts à manger du crabe bleu et comment, s'ils connaissaient le crabe bleu, etc. Et s'ils étaient prêts à en manger. Et on s'est rendu compte que le crabe bleu est un élément médiatique, puisqu'on voit sur ce graphique à gauche que plus de 30% des personnes nous ont indiqué qu'ils avaient entendu parler du crabe bleu via les journaux, la presse, tous étaient quasiment d'accord sur le fait qu'il était non natif de Méditerranée. Et s'ils l'avaient déjà vu, finalement, on se rendait compte qu'il y avait 80% des personnes qui ne l'avaient jamais vu. Et si les personnes qui l'ont vu, ils nous ont indiqué de l'avoir vu dans la nature ou au restaurant. Et donc, finalement, on leur a demandé s'ils étaient prêts à consommer du crabe bleu. Et 92% d'entre eux nous ont indiqué que oui, ils seraient prêts de manger du crabe bleu, notamment pour la découverte d'un nouveau produit, alors que les 8% restants des personnes qui ne voulaient pas consommer le crabe bleu nous indiquaient qu'ils n'étaient pas familiers, ils ne consommaient pas trop de crustacés, ils ne savaient pas où acheter du crabe bleu non plus. Et ensuite, on a demandé aux gens s'ils étaient prêts à manger du crabe bleu et à quel prix et où. Donc, par exemple, au restaurant, ils nous ont indiqué qu'ils seraient prêts, pour 78% d'entre eux, à manger du crabe bleu pour un prix allant entre 10 et 19 euros le plat, plutôt autour de 15-19 euros d'ailleurs. En poissonnerie, ils seraient prêts à consommer du crabe bleu et à en acheter pour un prix allant jusqu'à 13 euros le kilo. Et par contre, peu de gens seraient prêts à l'acheter en supermarché. Ça nous donne des infos sur, finalement, le crabe bleu, OK, les gens seraient prêts à le manger, seraient prêts à en mettre un prix qui est relativement correct. Donc, ça donne des informations finalement sur la prise de décision, sur la gestion de cette espèce et qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et puis finalement, on leur a demandé, mais est-ce que vous voulez manger du crabe bleu parce que pour vous, c'est un geste citoyen, ça protège la nature? Et ils nous ont répondu, pour 90% d'entre eux, oui, c'est un geste citoyen. Et ils achèteraient d'ailleurs du crabe bleu à la place d'autres espèces qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Donc, tout ça pour dire que finalement, les répondants nous ont indiqué qu'ils aimeraient qu'on sensibilise plus à la consommation de crabe bleu et aux enjeux du crabe bleu, notamment via la télévision, les chefs cuisiniers, par exemple. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a écrit un livre avec des Tunisiens où on présente, c'est un livre gratuit qui est distribué à tout le monde. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger aussi via le QR code que j'ai mis, qui présente 30 recettes de crabe bleu faites par des femmes de pêcheurs tunisiens. Donc voilà, on essaie de sensibiliser, on essaie aussi d'expliquer pourquoi on le fait dans ce livre. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourra en discuter.
Donc finalement, pour conclure de tout ça, finalement, quel message retenir? Notre Calinectes sapidus est une espèce qui est très invasive, mais qui est encore en train de s'étendre en France, hein, et partout en Méditerranée, en Europe. On manque encore beaucoup d'informations sur son écologie, hein. Je parlais des populations locales, par exemple, ou des remontées d'informations sur sa présence. Des fois, on se dit, dans une lagune, il n'y en a pas, alors que c'est bizarre, il devrait y en avoir, mais on manque d'informations. Donc, on a la réelle nécessité d'obtenir plus de données. On pourrait le pêcher et le consommer, mais attention, il y a des règles, il y a des contextes aussi importants. On ne peut pas pêcher du crabe bleu juste pour le pêcher. Il y a des périodes de pêche précises pour être efficace. Le consommer, certes, mais ce sera sur un temps court, sur un marché local très, très cadré. On ne veut pas faire du business sur du crabe bleu. L'idée, c'est de l'éradiquer, en tout cas de le contrôler. Et puis surtout, il y a des règles. Le crabe bleu est une espèce invasive, on ne peut pas tout faire. Nathalie a présenté le fait qu'il était classé 1, donc il y a aussi des réglementations qui font que le crabe bleu, on ne peut pas tout faire non plus, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Guillaume. Très passionnante ta présentation. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Oriane? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Oui. Déjà, merci beaucoup. C'était super, super intéressant. Je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de recherches qui avaient été faites récemment sur le crabe bleu. Et je vous avais une question par rapport à la catégorie un peu socio-professionnelle des répondants au questionnaire. Parce que j'avoue que j'étais très agréablement surprise de penser que les gens pensaient que ça serait d'utilité publique, entre guillemets, de consommer du crabe bleu. Est-ce que vous aviez une idée du niveau d'information générale des gens vraiment et de leur un peu catégorie, âge et tout, quoi? Oui, oui. En fait, l'idée de ce questionnaire, déjà, c'était de tabler sur du grand public et pas des écologues ou des gens du milieu marin ou de l'écologie, de la gestion, etc. Sur les 2040 personnes, on a des infirmiers, des ouvriers, des infirmiers et infirmières, des ouvriers et ouvrières, des chercheurs, des enseignants du secondaire, on a des retraités, on a énormément, un très gros panel très diversifié, hein. On leur avait demandé leur profession, leur niveau d'études, enfin, on a aussi toutes les informations démographiques, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on fera d'ailleurs un petit papier, une petite brève dans pour la Poloré Lagune, justement en expliquant les résultats de cette étude et puis en précision. Mais en tout cas, on avait un gros panel de gens très diversifiés, euh, très distribués en France aussi. On n'avait pas que des gens qui étaient en Occitanie, en PACA et en Corse. Ça, c'était très important de ne pas avoir aussi de biais là-dedans. Et donc finalement, voilà, on avait un panel très représentatif de répondants. Et on est allé plus loin, on a fait des modèles, hein, d'influence, de choix, pourquoi il a choisi ça plutôt que ça, etc. Et on s'est rendu compte que c'était finalement les jeunes adultes, donc qui avaient plus entre 30 et 45 ans, qui étaient enclins à changer leurs habitudes alimentaires, à manger du crabe bleu parce qu'ils étaient plus au fait des réseaux sociaux, de la protection de l'environnement. Enfin voilà, il y avait plein d'infos aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas tout le temps, mais il y a plein d'infos aussi voilà, sur ces liens démographiques, distribution des personnes, les réponses, qui mange quoi, est-ce qu'ils mangent des crabes bleus, est-ce qu'ils mangent des crustacés. Enfin voilà, il y avait plein de liens qu'on a pu mettre en place. Ok, génial, merci beaucoup. Merci à toi. Estelle? Oui, moi j'avais une question sur justement les axes de sensibilisation du grand public. Parce qu'en fait, donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment la pêche professionnelle qui est impactée négativement. Et du coup, est-ce que les axes de sensibilisation du grand public, c'est essentiellement pour les motiver à consommer le crabe bleu ou enfin, quels sont les autres axes qu'on peut apporter en sensibilisation du grand public? Bon, d'une manière générale, on n'a pas encore d'axe de sensibilisation de consommation de crabe bleu, etc., hein. Vraiment, l'idée, c'est, nous, on leur avait proposé différentes options. Tu vois, on leur avait proposé de faire la sensibilisation via les réseaux sociaux, les chefs, les scientifiques, les pêcheurs. Enfin, on a essayé de tabler un peu sur différentes choses. Les gens nous ont répondu qu'ils aimeraient voir via la télévision, parce que la télévision, c'est un truc voilà, et les gens regardent beaucoup. Et via les chefs, finalement, c'est ça la deuxième catégorie la plus citée. En fait, ce qui est important, c'est que, et ce que nous, mais je parle sous le contrôle du pôle, hein, n'hésitez pas, mais l'idée, c'est pas de dire il faut manger du crabe bleu, consommer-le. En fait, il y a tout un contexte autour de ça, où en fait, on leur dit oui, peut-être que ce serait la solution.
parce qu'en fait, on est sur une espèce qui est comestible, qui pourrait être utilisée comme ressource, et attention, je ne dis pas valoriser, je dis utiliser, les mots sont importants aussi, comme ressource occasionnelle quand il y en a. En fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est une espèce qui pourrait être vendable, commercialisable, sous contrôle de différentes réglementations, différentes. Voilà, on ne fait pas de business, de faire un marché local, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen d'utiliser les crabes qu'on prend quand on fait du contrôle pour finalement compenser peut-être les pertes liées à la pêche artisanale, acheter du matériel de pêche. Enfin, tu vois, il y a plein d'informations différentes. L'idée, c'est pas de dire juste on mange du crabe bleu, manger du crabe bleu, c'est trop bon, etc., même si c'est super bon. L'idée, c'est de montrer, donner tout un contexte autour de tout ça. Effectivement. Pour l'instant, il y a, enfin, je pense, hein, il n'y a pas d'axe précis de sensibilisation, mais je pense que le message à garder, c'est oui, on est sur une espèce invasive, on est sur une espèce qui est très problématique. Il y a potentiellement la pêche et la consommation qui pourrait être un outil de gestion pour contrôler, mais attention, il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Nathalie, si tu veux rajouter sur cet aspect-là, n'hésite pas, hein, Oui, non, mais mais, je te rejoins, pardon Guillaume, je te rejoins tout à fait. Enfin, dans les discussions, je ne sais pas si on peut dire qu'on a tout intérêt déjà à le faire connaître dans les restaurants. Enfin, ça peut être bien que les restaurateurs portent un message qui soit le même que le nôtre, au sens où ben, on peut mettre en avant sur un plateau de fruits de mer que c'est une espèce invasive qui est très bonne à manger et cependant non désirée, mais que les gens pourraient effectivement se délecter de la manger. En tout cas, en PACA, euh, en discutant encore avec un pêcheur, c'était vraiment du type, bah, nous, voilà, on le donne au restaurant, on l'envoie sur les marchés, et puis bon, bah, ça part comme ça, en fait, sans pas tellement de difficultés, où ils le mangent, si c'est une pièce de temps en temps, ils le mangent eux-mêmes. En Occitanie, bon, on en a encore un petit peu moins, en fait, hein, c'est pas tellement diffusé plus que ça sur les marchés. Il y a eu une expérience auprès des restaurateurs de la Narbonnaise il y a quelques années, qui les avaient mis à la carte. Mais en fait, les restaurateurs, après, comme ils en ont pas, enfin, ils en ont au coup par coup, mais c'est pas régulier. Il y a un peu, voilà, il n'y a pas une habitude qui s'ancre en particulier dans ces restaurants-là. Mais ça pourrait, en fait, à l'avenir, être quelque chose d'un petit peu plus habituel. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à travailler avec les circuits qui valorisent les produits de la mer en général, comme Good Fish, qui, de toute façon, ont un message éthique quand même. Bien sûr, sur ce type de pêche-là, c'est pas une sorte de pêche durable, mais au moins de porter durablement le même message et autant que possible. Pour le moment, les pêcheurs, de toute façon, savent que de toute façon, c'est une menace et en France, on a plutôt le discours de on sait que ça fait peur, donc on en parle comme d'une espèce plutôt menaçante de notre biodiversité. Donc, c'est surtout ce message-là en fait, qui doit être passé et les restaurateurs d'accompagner également ce mouvement et ce message-là. Voilà. Pour le moment, en Occitanie, il n'y a pas en effet de filière courte au programme parce que pas assez de crabes et du coup il n'y a pas en fait comme en Italie ce lien de coopération entre le pêcheur et ses restaurateurs. Il nous manque ça encore à mettre en place. Ça sera ouais. sûrement un point important sur lequel il faudra travailler, c'est l'organisation coopérative. Et en plus de ça, en France, on a quand même cette propension à réfléchir à quel message avoir et harmoniser ce message qui n'est pas forcément donné par tout en Méditerranée. Étant en Italie, par exemple, en Italie, dans les supermarchés, maintenant, tu peux acheter du crabe bleu de l'Adriatique. Ils disent sur le local, crabe bleu Adriatique, trop bien. Mais en fait, non, en fait, c'est du crabe bleu qui a été pêché en Adriatique, oui, parce qu'il a été introduit, il est envahissant. Mais en fait, il n'y a jamais marqué sur le marketing des raviolis au crabe bleu que c'est une espèce invasive, ou peu, en fait. Et ils le font peu. Mais en fait, il y a des grands panneaux, manger du crabe bleu de l'Adriatique, 8 € le kilo, et puis voilà. En fait, voilà. Je pense qu'il y a un message aussi important à. Enfin, je pense que nous, enfin, en tout cas du côté français, on a cette on essaye en tout cas de cadrer le message de sensibilisation. Voilà. Il va falloir Il n'y a faire pas beaucoup forcément d'efforts. partout. On continue avec les Oui. questions. Marceau, vous avez une question? Oui, merci. Avant toute chose, bravo, franchement, c'est très clair. On voit très bien que vous maîtrisez le sujet. Merci beaucoup. Parce que c'est très Bah, avec instructif. plaisir. Ça me fait merci. J'ai plusieurs questions à vous poser. Donc de Lyon et Port-au-Plaisance, de France, Côte d'Azur et Monaco. Voilà. Quelques questions. Juste, excusez-moi, par rapport à la sensibilité au sel. Ouais. Par rapport à la courbe, celle-là, je ne l'ai pas trop bien compris. C'est une fois que c'est trop salé, il ne supporte plus. Ou c'est une fois qu'il y a Voilà. trop d'eau douce, il ne supporte plus. Je n'ai pas très bien. Oui. Alors,
en fait, on les a exposés 24 heures à différentes salinités. Alors, on ne les a pas plongés comme ça en faisant des chocs de salinité. On a vraiment fait des gradients pour qu'ils soient adaptés. En fait, la courbe, ce que nous donne la courbe, c'est qu'en fait, notre crabe bleu va avoir un métabolisme qui va augmenter d'une salinité de 0 jusqu'à 18,5. Donc ça, c'est la condition vraiment optimale pour le crabe bleu, mâle et femelle d'ailleurs. Au-delà de ça, en fait, la quantité de sel qu'ils vont avoir, donc sur des salinités beaucoup plus élevées, 30, 35, 40, 50, 60, la quantité de sel que les crabes auxquels ils vont être exposés, en fait, va leur utiliser toute leur énergie. Parce qu'en fait, il faut bien enfin, c'est l'osmorégulation, pas rentrer dans le détail, mais en fait, en gros, ils utilisent beaucoup d'énergie pour transformer l'eau salée en eau douce pour leur métabolisme. Donc, en fait, ils vont traiter beaucoup de sel, beaucoup d'ions. Donc, ça leur demande beaucoup d'énergie, mais ils meurent quand même à une salinité de 60, enfin, toute la population meurt à 62,5. Donc, c'est quand même des Oui, salinités qui sont quand même très élevées. Donc, ça veut dire que oui, c'est deux fois la mer Méditerranée. l'exemple parfait, c'est l'étang de Canet. L'étang de Canet en Occitanie, l'année dernière, enfin, en 2022, c'était, il y avait des salinités très saumâtres, on avait des populations explosives, on avait des densités énormes à Canet. Il n'y a pas eu de pluie. L'étang s'est beaucoup évaporé aussi l'été dernier. On a des salinités qui sont énormément augmentées, qui étaient autour de 50, 55, je crois, hein, Nathalie. Et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de crabes bleus. Et en fait, c'est des choses qu'on observe sur le milieu et qu'on a finalement validées avec les données. Pour l'eau douce, par exemple, j'ai dit qu'effectivement, le seuil critique minimum, c'était 0, donc c'était de l'eau douce. Mais ils ont quand même survécu 18 heures en moyenne dans de l'eau douce avant effectivement de commencer à mourir parce qu'ils n'ont pas d'ions salés, etc. Enfin, c'est une espèce marine quand même, hein. Mais voilà, donc ça donne quand même une info que même s'ils survivent 18 heures en eau douce, ça n'empêche qu'ils peuvent monter dans les rivières plusieurs heures et Oui. redescendre vers les eaux salées. Voilà. Je ne sais pas si ça donne un peu Nickel. plus Ouais, c'est d'infos. très clair. Voilà. C'est très clair. Après, j'ai encore deux petites questions. Oui. En termes d'observation, est-ce que vous en avez beaucoup observé dans les ports de plaisance? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez déjà fait, ou est-ce qu'il y a eu déjà des observations parce que vous savez, il y a beaucoup de crabes bleus qui sont développés dans les ports de plaisance. Dans les ports de plaisance, ça, Nathalie, je peux te donner la main. Alors, en fait, Marceau, pour vous répondre, là où on a vraiment observé du crabe bleu, alors en dehors du fait qu'en Occitanie, bien sûr, la campagne a révélé que les pêcheurs de loisirs, on trouvait dans les ports de plaisance aussi. Mais sinon, en PACA, c'est au port de la Capte, dans le Var. Là, c'est typiquement, oui, on a eu 2 observations sur ce port-là. D'accord. Et en période froide, enfin novembre et février. Donc, Si après, je vous propose, après, si vous avez besoin après de vous rapprocher de gestionnaires et tout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour faire la mais c'est passerelle. fondamental. Le lien avec vous est fondamental. Voilà. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt. C'est des secteurs de passage et encore plus quand il y a une proximité d'arrivée de cours d'eau dans ces ports de plaisance. En fait, oui, tout à l'heure on en parlera, mais c'est d'autant plus important qu'on vous est dans le réseau. Oui, tout à fait. Parce qu'après, je vais expliquer un peu la crainte, c'est qu'après, bon, ils sont pas sensibles à la température, je veux dire, ils sont plutôt return, d'après ce que j'ai compris, et ils nagent, ça, c'est notre problème. Et bon, je veux dire, les ports de plaisance, bon, je veux dire, travaillent pour être proactifs en biodiversité, installent des nurseries aussi pour les larves de poissons. Donc, moi, ça serait assez désastreux si justement, si les crabes bleus venaient à attaquer les larves, justement, qui se développent dans ces nurseries, quoi. Donc, ce serait, on perdrait tout le bénéfice. Et un dernier point aussi, en fait, concernant, on parlait de manger le crabe bleu à travers les restaurateurs. Est-ce que vous êtes déjà rapproché, parce qu'il y en a beaucoup en région, de tout ce qui est petites entreprises qui font de la conserve? Notamment, je pense, vous avez les serveurs des Calanques à Port-de-Bouc, donc il est Tandebert. Vous avez Marius Bertrand à Saint-Chamas, proche de Tandebert. Vous avez le Bec-Fin à Cogolin. Et vous avez un dernier, je ne sais plus, un autre, pas très loin aussi. Et eux, ils font par exemple des soupes de fabouilles. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant de se rapprocher d'eux pour savoir s'ils peuvent intégrer, quand il y en a, du crabe bleu dans leur recette, dans tout ce qui est conserverie. Alors, sur la Corse, on a Jean-Michel Querci qui a une conserverie, donc lui qui le cuisine, qui le fait en soupe notamment, je crois. Enfin, ça fait plusieurs mois, voire 2 ans, je crois, peut-être 1 ou 2 ans qu'il l'utilise, et qu'il le cuisine et qu'il essaye de faire connaître aux gens. Ça, c'est pour la Corse.
Pour la partie continentale, je ne sais pas. Alors moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec Christian Key, par exemple, qui a alors lui, c'est un cuisinier, mais qui a un espèce de resto associatif à Marseille, qui est venu en Tunisie d'ailleurs. On avait été en Tunisie ensemble pour découvrir le crabe bleu. Parce que lui était intéressé justement de le mettre à sa carte dans ces types de restos un peu associatifs, faire découvrir des nouveaux, parce qu'il fait beaucoup de cuisine de différentes cultures, faire connaître ce crabe bleu, voilà, et ses enjeux. Et après, pour la partie, pour les autres, je ne sais pas, Nathalie. Bah, Mais... pour PACA, en fait, pour compléter, c'est Marius Bernard qui a plus été contacté par JPREB. Et si Julie est en ligne, je la laisserai en parler mieux que moi parce que dans le dossier qu'ils ont préparé pour les pêches scientifiques et spécifiques crabe bleu 2024, il est prévu que les crabes puissent être testés voilà, dans cet aspect un peu laboratoire, hein. Et c'est une bonne idée, effectivement. J'en profite juste parce qu'on en parle. Je finis juste. Il y a, pour faire le lien avec les pays du Maghreb, il y a Ferrigno qui travaille avec les pays du Maghreb. Donc Ferrigno, conserverie de sardines, qui fait aussi des soupes de poisson, des soupes de crabe. Donc pour faire le lien, ça peut être aussi intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de se rapprocher de. Il y a Julie, pardon, il y a Julie qui voulait intervenir. Oui, je voulais compléter du coup le sujet sur les temps de mer. Effectivement, ouais, on compte en fonction du nombre de crabes qu'on a dans les filets, contacter effectivement Marius Bertrand pour donner les crabes et qu'il y ait qu'ils soient cuisinés ensuite et qu'il y ait une communication là-dessus. Est-ce que Nous, côté Occitanie, c'est peut-être un food lab sur le bassin de Thau, mais le bassin de Thau n'a tellement pas de crabe bleu qu'ils ne savent pas encore trop comment s'y prendre, mais on a évoqué ouais. cette piste aussi un peu de food lab. Oui, mais effectivement, ça dépend aussi du nombre de crabes qui seront pris dans les filets. Et donc, tout le problème du nombre. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas avancé sur l'aspect conserverie en Occitanie, sur l'aspect un peu contrat de filière, conserverie. En fait, on est bloqué par le nom. Enfin, bloqué, c'est moche à dire parce que tant mieux si on n'a pas beaucoup de crabes bleus. Mais ça ne nous fait pas avancer en fait sur la relation avec entre pêche, mareyeur et conserverie. Pardon, depuis tout à l'heure, je vois que Virginie a la main levée. Ouais. Oui, en fait, moi, je voulais juste faire c'était une petite remarque presque un peu philosophique sur, sur les réflexions de ce matin, parce que on a vu à quel point, et merci beaucoup Guillaume pour tes présentations, à quel point la science, elle a besoin d'un temps vraiment conséquent pour mieux comprendre la biologie de l'espèce, l'étude des populations, l'impact que ça peut avoir sur les activités traditionnelles et tout le fonctionnement de l'écosystème. Et ce temps long, il est vraiment nécessaire pour adapter les mesures de gestion localement. Mais quelque part, ça, c'est vraiment typique des espèces exotiques envahissantes, puisque la plupart de celles qui envahissent en fait nos contrées, elles n'ont pas été étudiées, comme tu le disais, dans leur région d'origine, souvent parce qu'elles ont coévolué avec les espèces de leur réseau trophique, et donc elles n'ont pas forcément causé d'impact sur le fonctionnement de leur écosystème. Et pour répondre un peu à la question du message de sensibilisation là, qui était demandé tout à l'heure, pour moi, il y a aussi vraiment la question de plaider pour pour maintenir, voire augmenter la biodiversité de nos écosystèmes, parce que c'est finalement peut-être la méthode qui est la plus générique et peut-être la plus efficace pour prévenir que ces espèces exotiques envahissantes s'établissent en fait pour atténuer les impacts. Donc je pense que plus généralement, comme message de sensibilisation, on pourrait dire qu'il faudrait qu'il y ait davantage d'écosystèmes qui soient plus riches en espèces, parce qu'ils vont avoir plus tendance à avoir de plus grandes chances finalement de revenir à un état d'équilibre. Et ça, c'est un message qui est positif à donner aussi dans ce qui sera apporté là dans les prochains mois dans toutes vos actions de sensibilisation. Voilà. Merci Virginie. Je vois que le temps court. Je voulais vous rappeler, merci Jamila d'avoir partagé cette affiche à l'écran,
dans le cadre donc, de l'étude de sensibilisation à la lutte contre le crabe bleu en région sud, nous avons imprimé, réalisé des outils de communication que nous avons adaptés en fait du CPO bassin d'Auto, les ont déjà expérimentés en Occitanie. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous les transférer. Donc, il s'agit d'affiches et de flyers, comme vous voyez ici à l'écran. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il est déjà midi moins 5. On a encore 6 minutes de réponse. Marceau? Oui, est-ce qu'il serait possible d'avoir les supports du ce webinaire? Guillaume, je te laisse répondre. Nous pouvons mettre à Et, disposition le PPT. oui, il n'y a aucun souci. Après, je ne sais pas comment on fera, mais Marceau, peut-être que tu peux m'écrire par mail. Essaye de te les envoyer si tu veux. Mais on pourra les mettre aussi avec le lien de la réunion d'aujourd'hui. Enfin, oui, il n'y a aucun souci. Ouais. Donc, justement, Merci. le souhait était effectivement de poster les interventions sur le site du Pôle Relais Lagune. Ça marche. Merci, Guillaume. Estelle? Oui, alors moi, c'est une dernière petite question, c'est vraiment de la curiosité par rapport à la dynamique de la population. Donc, tu expliquais que il y avait des échanges entre les larves entre différentes régions. Et je voulais savoir si, du coup, on observait entre ces différentes larves des similitudes sur la croissance et sur la taille de reproduction, ou si finalement, en gros, de n'importe quel endroit arriveraient les larves, la taille de reproduction, elle se fait en fonction du site uniquement. Ouais, c'est une très bonne question parce que ça, on n'en sait rien du tout parce qu'effectivement, le problème, c'est que les larves, comme je disais tout à l'heure dans la première présentation, c'est que on n'arrive pas à identifier bien encore, si on passe pas par de la génétique ou de l'ADN, on ne sait pas identifier bien une larve taxonomiquement parlant. En plus de ça, on ne sait pas. Enfin, en fait, il y a des études génétiques qui sont en train d'être faites en ce moment sur la connectivité, parce qu'on a fait cette connectivité. Là, actuellement, il y a un groupe de la FAO dans lequel je suis, en Italie, où on fait justement l'étude génétique des différentes populations de crabes blancs en Méditerranée, de manière générale, pour déterminer voilà, les échanges de gènes et de les mettre en lien avec cette connectivité, parce que bon, vraisemblablement, la Tunisie nous alimente en larves de crabe continuellement en Sicile, par exemple, ou inversement entre la Corse, la Sardaigne. Enfin, l'idée, c'est de comprendre un peu en allant un petit peu au-delà. Après, je n'ai pas présenté, parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter quand même, mais pour les populations, en termes de taille, maturité sexuelle, de croissance, etc., nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en lien la température, la salinité à chaque moment de capture avec la taille des mâles, des femelles, etc. Et on s'est rendu compte que on a des différences très importantes. Enfin, typiquement, l'étang de Palau en Corse, c'est les mâles qui ont une fenêtre beaucoup plus petite de tolérance, de croissance, alors qu'ils sont très larges en Abigoulia ou en Sicile. Donc, on ne sait pas si c'est les larves qui viennent d'ailleurs qui nous alimentent ce genre qui nous font la réponse enfin, qui conditionnent la réponse de ces populations. En tout cas, on sait que c'est l'environnement dans lequel elles arrivent enfin, que les individus évoluent, qui vont conditionner la population. Voilà. Si on refait d'ailleurs, il y a une continuité, hein, c'est encore en train d'être suivi pour 2024. 2024, on aura certainement des résultats un tout petit peu différents de 2023 parce que les conditions environnementales de la lagune vont être différentes. Typique Canet, c'est le cas d'école parce que vraiment, on avait des réponses très intéressantes en 2022 et 2023, c'est complètement de l'opposé, quoi, tu vois. Donc, voilà. Il y a aussi nécessité, et ce que je reviens à ce que disait Virginie, c'est vraiment il y a la biodiversité native, mais il y a aussi tout le suivi de nos lagunes qui est hyper important. Mesurer la température, la salinité, etc., c'est super important finalement, parce qu'on se rend compte que ça a des applications super utiles pour le crabe bleu, mais c'est hyper utile pour la gestion d'autres espèces, de la biodiversité de manière générale, quoi. Ou anticiper le scénario dans le prochain mois, etc. Merci, Guillaume.
On a encore 2 minutes, une toute petite question, Guillaume. Donc, tu nous as dit que le crabe bleu ne supporte, voilà, il peut survivre pas plus de 18 heures dans les eaux douces. Donc, après, il meurt. Donc, j'ai lu que dans le delta du Pô, par exemple, les individus sont capables de remonter vraiment très, très, très loin au Oui. niveau du fleuve. Pourquoi s'aventurer si loin s'ils savent que l'eau douce est néfaste pour eux? Ben, alors, le delta du Pô, là, l'été dernier, par exemple, on a vraiment eu cette explosion. Mais on a vraiment eu des tonnes et des tonnes de crabe bleu en très peu de temps en Italie. C'est vraiment, la vidéo que je vous ai montrée, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il y avait sous l'eau. Donc, en fait, le crabe bleu est agressif, territorialiste. Donc, en fait, chaque organisme, chaque individu va avoir besoin de son aire vital, son espace vital. Donc, en fait, ils vont utiliser plus d'espace. Donc, plus ils vont utiliser d'espace, ces crabes bleus, plus ils vont remonter sur les côtes, dans les lagunes, dans tous les habitats qu'ils vont trouver pour justement éviter de se faire manger. Et dans le cas du delta du Pô, ils sont beaucoup remontés dans l'estuaire du fait de cette énorme occupation de l'habitat avec des millions d'individus d'un coup. Et il ne faut pas oublier qu'ils peuvent faire jusqu'à une quinzaine de kilomètres par jour. Donc, en fait, ils sont capables de remonter très haut dans la journée et de redescendre dans la soirée. Enfin, vraiment, il faut comprendre que le crabe bleu est une espèce qui se balade vraiment beaucoup et qui peut parcourir voilà, vraiment des très grandes distances par jour. Donc, dans le delta du Pô, ils sont remontés très haut, mais ils ont certainement aussi dû redescendre dans les eaux un peu plus saumâtres pour éviter de mourir, quoi. Puis il y a Merci, aussi Guillaume. la nourriture, voilà, parce qu'ils vont aussi se nourrir dans les eaux douces. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, il est midi poil. On peut terminer avec cette première session de webinaire. Je remercie beaucoup Guillaume, Nathalie pour vos interventions. C'était très, très, très passionnant. J'espère qu'au niveau du côté des participants, vous avez plus de billes pour savoir sensibiliser à la lutte contre le crabe bleu sur vos territoires. Je rappelle que nous mettons à disposition donc des affiches et des flyers qu'on a réalisés dans le cadre de cette étude de sensibilisation en région sud. Je rappelle, et après Marceau, je vous laisse la parole. Je rappelle que cet après-midi, on se retrouve à 14 h, une session close uniquement pour les opérateurs qui vont mener en région sud cette campagne de sensibilisation. Marceau, je vous laisse la parole. Ah non, c'était juste les mecs qui disaient bravo. C'était très bien. Oui, bravo, vraiment bravo aux intervenants. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Ouais, Guillaume. avec plaisir. Très, très intéressant. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir tout le monde et bon appétit. Et à Bon cet appétit. après-midi pour les autres. Bon appétit. opérateurs. Au revoir, à bientôt. À tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.